nouvelle édition des matinées organisées par le réseau EDENI de l'Université de Franche-Comté, pour ceux qui suivent. Donc merci à tous les intervenants, à la fois session académique qui sera ici en présence et puis la table ronde qui va être basculée en visio, pour les raisons évidentes qui est les conditions météo. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le sujet puisque tout ça va être suffisamment abordé tout au long des présentations. Donc il s'agit en fait de discuter d'une question qui, à mon avis, est centrale par rapport à la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et ce qui vient derrière, c'est-à-dire le déploiement des énergies renouvelables, qui est la façon dont le fait de déployer des moyens de production décentralisés et intermittents, mais je pense que vraiment l'idée de décentralisation ici est très forte, donc la façon dont ça impacte le réseau électrique et notamment le réseau de distribution. Donc voilà, on va discuter de tout ça, beaucoup en termes de coûts, faut quand même bien le dire, parfois en termes d'opportunités, et puis les solutions qui peuvent être mises en œuvre, et puis ce qui est absolument central ici aussi, la question du rôle que peut jouer le tarif d'utilisation du réseau par rapport à toutes ces problématiques. Alors, très rapidement, je veux juste, comme habituellement, dire un petit mot sur le réseau EDENI. Donc, le réseau EDENI est une initiative de l'Université de Franche-Comté, alors qui va changer de nom dans les mois qui viennent, on peut encore le dire. Et donc, il y a cette originalité de réunir comme ça des chercheurs de différentes universités. Et puis, alors rapidement, donc ce qui est important, ce à quoi on est attaché, c'est la pluridisciplinarité, entre l'économie de l'énergie d'une part et le droit de l'énergie d'autre part. Alors on en parlait tout de suite avec des collègues chercheurs, donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de marier les approches et puis d'avoir des angles qui sont originaux et qu'on n'aurait pas quand chacun travaille dans son domaine, dans son coin. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Alors je vais faire court. Ce qui est vraiment important aussi, c'est l'idée, comme c'est le cas aujourd'hui, d'offrir un espace ouvert entre l'université et les universitaires d'une part, et puis plus largement les entreprises, les collectivités, et puis la société au sens large. Ici aussi, je pense que c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose auquel on est très attaché parce que ça permet d'avoir des idées originales, de créer une certaine émulation, on pourrait dire, entre les uns et les autres. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long. Si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Et puis, le réseau EDENI va connaître pas mal d'évolutions dans le courant de l'année 2025. Donc on aura tout un tas de beaux projets à annoncer, une nouvelle structure qui va être créée. Donc voilà, pour les gens qui s'intéressent un peu à tout ça, il faut rester un petit peu connecté. Il y a pas mal de choses qui vont évoluer. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre patience, parce qu'on est en retard. Et puis je vous souhaite une bonne matinée. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'introduction et merci beaucoup à Vincent Bertrand et Blanche Lormeton pour leur invitation. Je suis vraiment très contente d'être ici et je suis très contente de voir que des gens ont fait le déplacement. Merci beaucoup pour ça. Donc, comme on le disait, je fais une thèse sur les tarifs de réseau d'électricité, une thèse que je réalise en Belgique. Donc, mes références aujourd'hui, elles vont surtout porter sur ce qui se passe en Belgique et en partie en France, mais les dynamiques que je vais tenter de révéler aujourd'hui, elles sont vraiment sensiblement similaires dans d'autres pays de l'Union européenne également. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est d'analyser comment la transition énergétique, elle impacte la régulation des tarifs de réseau, pas tant en termes de procédure, mais vraiment en termes de contenu. La démarche que j'adopte, c'est celle que j'adopte dans ma thèse. Mon objectif, c'est de d'abord regarder ce qui se passe au niveau du réseau, et puis après, sur cette base, expliquer ce qui se passe au niveau du droit et de la régulation. Et donc pour ce faire, aujourd'hui, je vais d'abord commencer par deux éléments un peu plus de contexte, à savoir qu'est-ce que c'est exactement que les tarifs de réseau, et deuxièmement, quelles sont les procédures pour les adopter et quelques éléments de procédure. Puis après, on rentrera un peu dans le vif du sujet, à savoir quel est l'impact de la transition énergétique pour les réseaux électriques et après, comment est-ce que les tarifs de réseau s'adaptent pour faire face à la transition énergétique. Mais d'abord, c'est quoi les tarifs de réseau exactement? Et répondre à cette question, c'est pas simple.
on a très peu d'indications. Là, vous avez sur le tableau un exemple de facture qui est ma facture d'électricité. Et en fait, on nous dit effectivement qu'il y a des coûts de réseau, que ça correspond à 37% de ma facture. Alors, c'est un peu beaucoup dans ce cas-là. Généralement, on est plutôt aux alentours de 30%. Mais à part me dire que ces coûts sont imposés par Sibelga, qui est le gestionnaire des réseaux de distribution, je n'ai aucune information. Et de manière générale, quand on veut chercher à comprendre c'est quoi les tarifs de réseau, on a effectivement très peu d'informations. Et donc, je propose généralement une définition de travail suivant laquelle les tarifs de réseau, c'est la rémunération à laquelle les gestionnaires de réseau ont droit pour remplir leurs missions. Et ces missions, elles leur incombent afin d'assurer l'acheminement en électricité aux utilisateurs de réseau. Ces missions, elles génèrent des coûts, et ces coûts sont récupérés par les tarifs de réseau. Tarifs de réseau qui sont également régulés parce que les gestionnaires de réseau sont dans une situation de monopole naturel, et donc ils sont dans une position pour abuser de leur monopole et infliger des tarifs qui seraient discriminatoires, et donc on les régule pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas abuser de cette situation de monopole. On a deux types de gestionnaires de réseau, le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire de réseau de distribution. Et donc il y a deux grands types de tarifs, les tarifs de réseau de transport et les tarifs de réseau de distribution. Et dans ces deux grands types, on a toujours différentes grandes catégories de tarifs, à savoir les tarifs qui sont liés au raccordement, donc la connexion physique au réseau. Si vous construisez une maison, vous avez besoin d'un nouveau raccordement, vous allez demander à votre gestionnaire généralement de réseau de distribution, et donc ça va avoir un certain coût qui sont des types de tarifs. Le deuxième type de tarif, c'est les tarifs pour l'accès au réseau, donc l'utilisation des réseaux. C'est ce dont on va principalement parler aujourd'hui, qu'on appelle généralement en France les TURP, tarifs pour l'utilisation des réseaux publics d'électricité. Et donc ça, c'est vraiment un peu au cœur de la discussion d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul type de tarif, parce qu'on a enfin aussi des tarifs pour tout ce qu'on appelle services auxiliaires. Ces services, ils sont soit rendus par les gestionnaires de réseau ou acquis par les gestionnaires de réseau, et ça vise par exemple la compensation des pertes réseau, maintien de la tension, ou au niveau transport, tout ce qui est service d'équilibrage, mais on y reviendra. Et donc, comme je le disais, pour la suite de mon intervention, je vais surtout me concentrer sur les tarifs d'accès, les tarifs d'utilisation de réseau, mais c'est important de comprendre que quand on parle de tarifs de réseau, en fait, on renvoie à toute une différente réalité qui sont, du coup, pour le coup, différentes, et on ne parle pas toujours de la même chose, et donc c'est important de s'accorder sur ce à propos de quoi on parle. En termes de procédure, comme je le disais, les tarifs de réseau, ils sont régulés, mais ils ne sont pas régulés n'importe comment. Ils sont régulés par une entité qui était un peu inconnue au bataillon avant le processus de libéralisation de différents secteurs qui étaient en situation de monopole dans les années 90. Et donc, on va introduire un nouvel acteur qui est le régulateur indépendant. L'idée, c'est que les tarifs, ils doivent être régulés, mais ils doivent être aussi régulés en dehors et loin des intérêts des différents acteurs régulés et du secteur. Et donc, loin des intérêts des acteurs du marché, mais aussi loin, ou de façon plus ou moins indépendante, par rapport aux législateurs et aux exécutifs. L'idée étant que le législateur et l'exécutif ne peuvent donner d'instructions aux régulateurs indépendants, avec pour seule exception ce qu'on appelle des orientations générales. Et donc, le législateur peut, et dans la majorité des cas, a adopté des orientations générales en matière tarifaire, et ça va renvoyer à tout ce qui est grand principe tarifaire. Donc, le principe, évidemment, de non-discrimination, mais il y a également un principe de récupération des coûts. Le gestionnaire de réseau, il a toute une série de coûts qu'il doit récupérer via les tarifs, mais il ne peut pas récupérer beaucoup plus que ça, parce qu'alors, il générerait des bénéfices qui sont disproportionnés. On a aussi un principe de réflectivité de coûts, mais j'en parlerai un peu plus dans la suite de ma contribution. Et enfin, mais il y en a d'autres, un principe de timbre-poste suivant lequel les tarifs, ils sont les mêmes, peu importe la distance parcourue, pour s'assurer que surtout dans un pays comme la France, où on est vraiment dans une étendue assez large comparée à la Belgique, qu'on n'ait pas de différence en fonction de où on habite pour les tarifs que l'on paye. Donc ça, c'était... oui. Le régulateur, il va adopter ou approuver soit la méthodologie tarifaire et ou les tarifs, c'est jamais très très clair, mais en pratique, généralement, on adopte une méthodologie tarifaire, et puis après, on a une proposition tarifaire qui vient du gestionnaire de réseau, et on va approuver les tarifs. Cette méthodologie tarifaire, et le fait d'établir les tarifs, ça se compose en deux grandes parties. La première partie, c'est d'établir ce qu'on appelle le revenu autorisé. Il y a différentes techniques qui existent pour établir le revenu autorisé, mais en pratique, historiquement, la technique, c'est qu'on va regarder, on va lister tous les coûts qu'un gestionnaire de réseau, de distribution, de transport va subir dans l'exercice de ses fonctions. On va les détailler, et sur cette base-là, on va établir son budget.
Et puis après, on va passer à la structure tarifaire qui permet de récupérer en pratique ce budget via les utilisateurs. Et donc, on va distinguer différents types d'utilisateurs, haute tension, basse tension, moyenne tension. Et pour chaque type d'utilisateur, il va y avoir une certaine structure. À titre d'exemple, en Belgique, en basse tension, on est dans une structure qui est principalement basée sur l'énergie consommée. Et donc, on a un certain prix par kilowattheure. Et sur cette base, on a le tarif. Et les tarifs qui sont payés par tous les utilisateurs permettent en principe de récupérer le revenu autorisé. Donc ça, c'est pour les éléments un peu plus de procédure. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, quel est l'impact de la transition énergétique pour les réseaux électriques? Transitionner, c'est-à-dire augmenter notre utilisation d'électricité en reposant sur des nouveaux usages électriques, des véhicules électriques, des pompes à chaleur pour tout ce qui est besoin de chauffage. Donc on augmente la consommation électrique et en parallèle, on fait en sorte que cette consommation électrique elle soit couverte par une production qui est renouvelable, à savoir principalement de l'éolien et du solaire. Cette transition, elle est essentielle, je ne vais pas vous l'expliquer, mais par contre, elle n'est pas neutre pour le réseau, à savoir qu'elle va rentrer en tension avec différentes règles physiques que le réseau doit respecter, notamment en matière d'équilibrage et en matière de gestion des congestions. En matière d'équilibrage, il y a une règle suivant laquelle, sur une zone qui est généralement aussi grande que le territoire d'un État, à tout moment, la quantité d'électricité qui est injectée dans le réseau doit correspondre à la quantité d'électricité qui est prélevée du réseau. Alors historiquement, on est dans une demande qui est extrêmement prévisible et donc l'offre n'a entre guillemets qu'à s'adapter à la demande. Mais dès lors qu'on repose sur des énergies renouvelables qui sont aussi intermittentes et donc en fait moins prévisibles, il suffit qu'il y ait un peu plus de vent ou un peu moins de vent et on a plus de production ou moins de production et la balance, elle penche dans un sens ou dans l'autre et donc tout ça doit être compensé et donc ça génère des coûts qui sont bien supérieurs que dans le système historique avec une demande très prévisible et une production qui s'adapte. Une deuxième difficulté, c'est en matière de congestion. Ça, c'est très important pour les réseaux de distribution. L'équilibrage, c'est quelque chose qui se fait au niveau un peu plus global, un peu plus national, mais tout ce qui est congestion, c'est vraiment sur une ligne et sur quelque chose de beaucoup plus local. Et donc, chaque ligne a une certaine limite de capacité. Et si on a trop de production ou trop de consommation, il y a un risque d'atteindre cette limite. À titre d'exemple, et je vous expliquerai un peu pourquoi plus tard, en Belgique, on a un cadre qui est extrêmement favorable pour tout ce qui est photovoltaïque. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup d'investissements dans les énergies photovoltaïques. Et donc, on voit beaucoup des rues où toutes les maisons ont des panneaux photovoltaïques. Sauf qu'en fait, à un moment, il y a trop de production et pas assez de consommation. Et ça peut être dangereux d'injecter cette électricité dans le réseau. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les onduleurs qui font partie de l'installation photovoltaïque se coupent pour empêcher d'injecter dans le réseau une électricité que le réseau ne pourrait pas de façon sécurisée, continuer à transporter. Et donc, je suis désolée, je suis un peu perdue. Et donc, l'onduleur, il se coupe, mais donc ça veut dire aussi qu'on n'a plus de production renouvelable et des panneaux photovoltaïques qui sont beaucoup moins performants que ce qu'on pouvait envisager. Ça, c'est un problème concret qui existe vraiment beaucoup en Wallonie, et c'est plutôt un problème qui est lié à un excès de production, mais on pourrait tout à fait imaginer à certains moments de la journée où on a déjà beaucoup de consommation sur le réseau, le soir, quand le poulet est au four, les enfants sont au bain, maintenant on va arriver avec la voiture électrique, on va la brancher, et donc on va avoir un appareil en plus qui sera connecté sur le réseau et qui va consommer de l'électricité. Si on a sur toute une ligne toutes ces consommations, on risque encore une fois d'atteindre cette limite capacitaire du réseau et donc d'être dans ce qu'on appelle une situation de congestion. Pour solutionner cette situation, il y a plusieurs options qui s'offrent. Pour tout ce qui est congestion, la première option, c'est d'investir dans le renforcement du réseau. Premier problème, ça coûte extrêmement cher. Deuxième problème, ça ne résout pas tous les problèmes, notamment en matière d'équilibrage. Et donc, ce qui est plutôt envisagé, c'est de reposer sur ce qu'on appelle la flexibilité. Et donc, inciter les consommateurs à consommer différemment, à savoir ne pas consommer plus dans les périodes qui sont déjà des périodes de pointe, mais au contraire, consommer dans des périodes plutôt creuses et des périodes où on a de la production renouvelable. Donc, le fait d'inciter des changements de consommation, c'est généralement, on réfère ça à la flexibilité de la demande et utiliser les tarifs de réseau pour inciter à la flexibilité, c'est un des moyens qui existent pour
pour mettre en place cette flexibilité. Et il faut vraiment comprendre que la flexibilité de la demande, c'est quelque chose qui est nécessaire pour permettre une transition énergétique à moindre coût. Ce n'est pas quelque chose qu'on a sorti un peu nulle part de son chapeau. Et ce que je vais vous montrer pour la suite de la contribution de mon intervention, c'est qu'au niveau des tarifs de réseau, on voit cet équilibre entre favoriser d'une part la transition énergétique et d'autre part trouver un équilibre par rapport à ces contraintes techniques d'équilibrage, mais surtout de congestion. Le premier cas, c'est le cas de la production renouvelable décentralisée, qu'on appelle généralement les prosumeurs. En matière de prosumeurs, il y a deux questions tarifaires qui se posent, à savoir la première, pour tout ce qui est l'électricité qui est consommée du réseau, comment est-ce qu'on calcule les tarifs de réseau pour cette partie, et deuxièmement, pour l'électricité qui est injectée, comment et est-ce qu'on impose des tarifs de réseau, d'utilisation de réseau pour cette utilisation du réseau. Pour l'électricité consommée, il y a en gros deux choix qui se sont offerts dans le passé. C'est est-ce qu'on va calculer sur la base de l'électricité brute, sur tout ce qui a été consommé sur une année du réseau, ou sur la base de l'électricité nette, à savoir la différence entre ce qui a été consommé et ce qui a été injecté. Pour différentes raisons, notamment techniques, en Belgique, on a d'abord tarifé sur la base de l'électricité nette, et donc les prosumeurs ne payaient en pratique que très peu, voire aucun tarif d'utilisation de réseau d'électricité, parce qu'ils pouvaient compenser tout ce qu'ils consommaient du réseau avec ce qu'ils injectaient dans le réseau. C'est une situation qui est indubitablement extrêmement favorable à la transition énergétique, en ce sens qu'elle incite à investir dans des infrastructures renouvelables, à savoir principalement des panneaux photovoltaïques. Donc c'est extrêmement favorable, ça a très bien fonctionné, je vous l'ai dit, en Belgique, on a beaucoup de prosumeurs, mais par contre, ça ne tient pas du tout compte des contraintes techniques du réseau, parce que ça incite un comportement qui peut avoir des répercussions négatives pour le réseau, à savoir d'utiliser le réseau comme une batterie. On injecte quand on veut, et on prélève plus tard, le soir, quand il n'y a pas de soleil, et quand il n'y a pas de production renouvelable. Ça n'a aucun impact, voire ça a un avantage au niveau facture. Par contre, ça constitue un coût potentiellement additionnel pour le réseau. Et donc, assez rapidement, il a été décidé de mettre fin à cette situation, avec différents problèmes techniques sur lesquels je ne reviendrai pas, mais on a décidé du principe de mettre fin aux alentours des années 2015 en Belgique. Mais évidemment, les prosumeurs n'étaient pas contents, et donc ils se sont réunis en différentes associations, ils ont attaqué ces décisions, et ici vous avez sur les slides un extrait de la décision de la Cour d'appel de Bruxelles en 2018, qui dit que, en fait, le fait d'arrêter ce qu'on appelle le système de compensation, ça ne crée pas une nouvelle discrimination, mais ça va en supprimer une autre qui existait avant entre les prosumeurs et les autres utilisateurs dits traditionnels du réseau. Et donc on voit ici, dans ce cadre où on décide de rééquilibrer la balance entre transition énergétique et contrainte réseau, on a une espèce de réinterprétation du principe de non-discrimination qui est appliquée pour tenir compte, pour ne pas s'appliquer de façon un peu aveugle aux utilisateurs, mais vraiment regarder, tiens, quelle est l'utilisation qui est faite par les utilisateurs du réseau. Ça, c'est pour le principe de non-discrimination, mais ici, il y a aussi une espèce de nouvelle réinterprétation du principe qui est dit de réflectivité de coût. En Belgique, ce principe de réflectivité de coût, avant, il était interprété de façon assez générale. On va regarder tous les coûts du gestionnaire du réseau, on va regarder tout ce qu'il récupère via les tarifs, et il faut que ça corresponde plus ou moins. Ici, on est dans une interprétation beaucoup plus individuelle de ce principe de, on va regarder, ah oui, un utilisateur de réseau, quels sont les coûts qu'il génère pour le réseau, et la hauteur des tarifs doit correspondre aux coûts qu'il génère pour le réseau. Et donc on a ici une espèce de réinterprétation aussi du principe de réflectivité de coût. Une deuxième question où on a cet équilibre transition énergétique, contrainte réseau, c'est les nouvelles structures tarifaires, à savoir qu'il y a de nouvelles structures tarifaires qui ont été proposées dans la littérature pour la basse tension et qui sont aussi adoptées en pratique en Belgique et ailleurs par différents régulateurs, qui visent à inciter à consommer différemment sur le réseau. La première type de nouvelle structure, c'est ce qu'on appelle les tarifs proportionnels multiplages, qui sont également appelés time of use. C'est des tarifs qui dépendent de l'énergie consommée, mais dont la hauteur varie en fonction de la journée. On voit ici au niveau du slide, on a un tarif qui est plus haut entre 16h et 19h. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une période où on a une pointe, et l'idée c'est de ne pas inciter à consommer plus à ce moment-là, parce que ça pourrait être négatif pour le réseau, et toute consommation additionnelle, elle a un coût supérieur pour le réseau.
Mais ça, c'est juste un exemple de comment on peut structurer un time of use. À titre d'exemple, en Wallonie, on a adopté récemment le principe d'un time of use avec des heures dites solaires. Et donc, entre 11h et 16h, qui est généralement le moment où les panneaux photovoltaïques produisent, on va avoir un coût de réseau qui sera inférieur pour inciter à consommer cette électricité-là. Donc, l'idée, c'est vraiment, si on consomme entre 16h et 19h, on génère un coût supérieur pour le réseau et donc on paye plus de tarifs de réseau. Si on consomme entre 11h et 16h, on génère un coût inférieur pour le réseau et donc on paye des tarifs qui sont inférieurs. Encore une fois, cette espèce de nouvelle idée de réflectivité de coût qui est beaucoup plus individuelle et qui est beaucoup plus en relation one-to-one entre l'utilisateur de réseau et le réseau. Autre type de structure qui existe déjà dans une certaine mesure, surtout pour tout ce qui est haute tension, moyenne tension, mais de ce que je comprends en France, c'est aussi en basse tension, c'est ce qu'on appelle les tarifs capacitaires, qui sont plus basés sur la quantité d'énergie prélevée, mais sur la puissance prélevée du réseau. La puissance, en gros, c'est le nombre d'appareils qui sont en marche. Je le disais, à 19h, quand on a les enfants dans le bain, le poulet dans le four, avoir en plus le véhicule électrique qui est en train de charger. L'idée, et on a ça maintenant qui a été adopté en Flandre, c'est qu'il va y avoir une facturation de tarifs de réseau sur la base de cette pointe de puissance, donc c'est-à-dire sur le moment, au cours de l'année, où on a eu le plus d'appareils qui ont été connectés en même temps, avec l'idée d'inciter de ne pas faire ça, parce qu'encore une fois, ça génère un coût additionnel pour le réseau. Enfin, dernier cas que je vais évoquer avec vous, c'est le cas des tarifs pour ce qu'on appelle le partage d'énergie, mais ça s'appelle aussi l'autoconsommation collective en France. Donc c'est cette idée de pouvoir investir de façon plus ou moins collective dans des infrastructures de production et de pouvoir partager cette électricité à un prix avantageux. Généralement, ces opérations de partage, elles font usage du réseau public d'électricité et donc c'est une opération qui peut donner lieu à des tarifs de réseau. Le problème, c'est que si ça donne lieu à des tarifs de réseau, ça peut rendre l'opération de partage moins intéressante et donc l'idée a été mise en place d'avoir des exemptions tarifaires pour pouvoir inciter, pour pouvoir favoriser ces opérations de partage parce qu'elles incitent à investir dans de la production renouvelable. Et donc l'exemple que vous avez sur les slides, c'est l'exemple qu'il y a actuellement en région de Bruxelles-Capitale, donc à Bruxelles, où on a décidé d'accorder une exemption tarifaire, mais on fait dépendre cette exemption tarifaire de la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation de l'électricité. Est-ce qu'on est sous un même bâtiment, sous une même cabine basse tension ou sous une même cabine haute tension? En fonction de la situation, on va avoir un avantage tarifaire qui sera plus ou moins intéressant. L'idée, encore une fois, c'est que un partage, ce n'est pas toujours quelque chose qui est avantageux pour le réseau. Si on a un partage qui s'organise dans toute la France, ça n'est pas du tout avantageux pour le réseau, voire ça constitue une charge additionnelle pour le réseau. Et donc l'idée, c'est de certes favoriser l'activité de partage, mais seulement dans la mesure où elle est neutre pour le réseau, voire où elle constitue un avantage pour le réseau électrique. Et donc, on a cette différenciation en fonction de la distance. Seulement, je vous l'ai dit, il y a un principe en matière de tarifs, qui est le principe de timbre-poste, suivant lequel on ne fait pas varier les tarifs en fonction de la distance parcourue. Seulement ici, on est clairement dans une différenciation en fonction de la distance parcourue. Et donc certes, la transition énergétique, c'est une nécessité, je ne vais pas vous le réexpliquer, mais ce n'est pas une opération qui est neutre pour le réseau. Elle entre en tension avec différentes contraintes techniques du réseau, à savoir notamment les règles d'équilibrage et tout ce qui est risque de congestion. Il existe plusieurs techniques pour pour rééquilibrer la balance entre transition énergétique et risque pour le réseau, et les tarifs font partie des outils qui sont mis en place, et je vous ai donné quelques exemples. Deux conclusions peuvent être tirées de mon intervention. La première conclusion, c'est la conclusion un peu principale, c'est que l'utilisation des tarifs de réseau pour favoriser la transition énergétique, elle vient remettre en cause certains principes établis de la régulation tarifaire. Non-discrimination, réflectivité de coûts et surtout le principe de timbre-poste. Tout ça, ça se remet un peu en question. Et ça s'explique parce que le droit des tarifs de réseau, il a été construit surtout dans une période où l'objectif, c'était d'injecter de la concurrence dans un secteur qui était très concentré et très monopolistique. Ici, on a un changement d'objectif parce qu'on veut favoriser la transition énergétique et ça vient influencer des principes établis de la transition énergétique. Et si on revient même sur la définition que je vous ai donnée en début d'intervention, est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours dans un objectif de rémunération des gestionnaires de réseau dès lors que l'objectif, c'est d'inciter des changements de consommation pour favoriser la transition énergétique ? Deuxième conclusion, ce que j'ai montré dans mon intervention, ce sont des exemples de cas où les contraintes réseau, elles vont venir déterminer le contenu d'une norme de droit de l'énergie.
en l'occurrence la régulation tarifaire. Montrer comment et dans quelle mesure les caractéristiques physiques du réseau, elles influencent le contenu du droit, c'est l'objectif que je poursuis dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et l'idée, c'est de montrer que la période de transition énergétique, elle est particulière parce qu'elle se caractérise par des contraintes techniques qui sont de plus en plus fortes. Et j'espère avoir pu vous montrer ça aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup pour l'introduction et l'invitation surtout. Donc, pour être précis, donc, je suis professeur associé à Neoma Business School qui est basé principalement à Reims, à Rouen, mais également à Paris. Et donc ce dont je vais vous parler ici va être assez lié avec ce qui a été discuté au préalable. Donc je vais un peu adapter ma présentation. Et j'ai plus un profil d'économiste la présentation préalable était plutôt un profil juridique, mais on verra que les conclusions sont assez similaires. Et donc ce qui va m'intéresser ici sera de réfléchir dans un premier temps au réseau de demain et voir comment on peut essayer d'atteindre ces réseaux de demain, comment différents investissements peuvent nous permettre de faciliter cette transition énergétique et comment est-ce qu'on peut la financer. Et au préalable, on a dit que les tarifs peuvent jouer un rôle non négligeable par rapport à cet objectif. Et moi, ce que je vais essayer de vous convaincre, c'est que les tarifs, c'est une partie de la solution, mais il n'y a pas que les tarifs qui doivent être pris en considération par rapport à ces changements qui sont relativement fondamentaux par rapport à ce qui va évoluer dans les années à venir. Donc, les économistes ne sont pas toujours les mieux placés pour faire des prédictions, mais pour commencer, on doit essayer de faire des prédictions sur vers quoi vont ressembler vers quoi vont aller les réseaux les réseaux électriques d'ici 30, 40, 50 ans. Donc on peut y réfléchir de différentes manières. On va essayer d'être un peu meilleur que Paul Krugman par rapport à l'impact d'Internet sur nos économies. Donc si on regarde tout d'abord au niveau de l'offre, au niveau de la production d'électricité, je pense que le challenge principal, c'est la décarbonation, transition énergétique. Il y a aussi comme gros challenge le départ à la retraite de beaucoup d'unités de production, que ce soit dans le nucléaire, dans le gaz, dans le charbon, mais aussi dans le renouvelable. D'ici 40-50 ans, les éoliennes qui fonctionnent actuellement n'existeront probablement plus, en tout cas pas sur le format actuel. On a beaucoup de nouvelles énergies. On sait que le renouvelable, d'un point de vue technologique et d'un point de vue économique, ça a du sens. Les SMR, d'un point de vue technologique, il y a quelques points d'interrogation, mais c'est surtout au niveau du timing de la mise à disposition et au niveau de la facturation, où là, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Également au niveau de l'hydrogène. Sur le gaz, là, ce n'est pas tellement un coût économique, mais c'est plutôt au niveau de la décarbonation et surtout une dépendance par rapport à certains pays qui ont des ressources importantes en gaz avec qui on n'a peut-être plus tellement envie d'interagir économiquement. Et là, ici, je fais référence à la crise actuelle et la guerre en Ukraine, mais également au Moyen-Orient. Et la fusion qui, malheureusement, arrivera un peu tard par rapport à notre problème principal qui est lié à la transition énergétique. D'un point de vue de la demande, comme ça a été discuté avant, il va y avoir une demande croissante au niveau de l'électrification. Donc, on va peut-être consommer moins d'énergie, mais probablement pas moins d'électricité, parce qu'on va avoir l'électrification des transports, de la chaleur, de l'industrie. On va également avoir une convergence entre l'utilisation de l'énergie et la digitalisation. On va avoir une numérisation beaucoup plus importante de l'énergie à travers principalement les objets connectés. Donc on peut déjà à l'heure actuelle, à distance, en tant qu'usager, mais aussi en donnant à une tierce personne l'autorisation de diminuer à certains moments particuliers l'usage de certaines quantités d'énergie. Et on a la décentralisation. Donc on n'est pas uniquement un consommateur, on ne fait pas uniquement que la demande, mais on fait également l'offre. Donc on peut consommer, mais également produire de l'électricité. Donc ça a été discuté, donc je ne vais pas aller plus en détail. Et si on regarde le réseau, qui est entre le producteur et le consommateur, on va avoir avec cette décentralisation un changement assez fondamental qui est déjà en cours, mais qui va être de plus en plus important au cours des prochaines années, vers un système au préalable qui était vraiment monolithique, avec un producteur et des consommateurs et un réseau qui s'occupe de transporter et de distribuer l'électricité entre, vers un système beaucoup plus éclaté qui ressemble un peu à une toile d'araignée, où à différents points de la toile d'araignée, on aura des producteurs et des consommateurs. On va avoir également les batteries qui vont jouer un rôle important par rapport surtout à ces questions de flexibilité qui vont être de plus en plus problématiques au niveau du réseau. Et on va avoir, comme je l'ai dit, une convergence entre l'énergie et les données.
Et donc, que ce soit Enedis ou RTE, il y a 5-10 ans, j'aurais dit que c'était une entreprise, à mes étudiants en école de commerce, j'aurais dit, ouais, c'est un peu une boîte de papier et mamie. En fait, ça va devenir vraiment des entreprises au cœur de la transition énergétique à l'avenir. Donc ce sera vraiment des acteurs essentiels au niveau de l'économie et au niveau de la vie de tous les jours, et qui vont devoir travailler d'une manière complètement différente d'ici 30 ou 40 ans par rapport à l'heure actuelle. Ils garderont leur raison d'être. On ne va pas avoir l'émergence de micro-réseaux indépendants, financés, autodidactes au sein de leur propre communauté. Non, les réseaux, pour moi, vont continuer à avoir une raison d'être essentielle. Premièrement, parce qu'on aura un intérêt à avoir un mix diversifié au niveau de l'énergie. Il n'y a pas une source de production d'électricité qui est meilleure qu'une autre. Donc on doit essayer de s'accommoder différents modes de production et de profiter, d'essayer de tirer le meilleur de ces différentes sources de production. Donc vraiment profiter, tirer à partie ce mix énergétique. Et ça, on peut le faire si on le fait à une échelle suffisamment importante au niveau des territoires. Il y a aussi des raisons d'efficacité énergique. Donc, même si on peut investir sur le toit de sa maison des panneaux photovoltaïques, il y a malgré tout des rendements d'échelle à investir de manière plus large, des investissements beaucoup plus grands dans des parcs photovoltaïques ou éoliens, parce qu'il y a malgré tout des rendements d'échelle importants. Et donc, au niveau de la production de kilowattheure, ça reste quand même beaucoup plus intéressant d'investir de manière relativement massive au niveau de la production par rapport à un niveau individuel. Et il y a aussi des questions d'équité. Tout le monde n'est pas capable financièrement de produire et d'investir pour pouvoir produire sa propre électricité. Et donc, il y a malgré tout, je pense, d'ici 30, 40, 50 ans, il y aura malgré tout une raison d'être d'avoir des réseaux électriques. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut y arriver? Il y a des investissements majeurs, massifs, qui sont nécessaires dans la modernisation, dans l'investissement dans du cuivre, de câbles supplémentaires et dans la digitalisation, dans l'expansion du réseau, parce qu'on va avoir des nouveaux lieux de production, mais également des nouveaux lieux de consommation. Je pense par exemple les data centers, ça nécessite d'investir dans un système de transport et de distribution qui n'était pas existant au préalable, et de contrebalancer l'intermittence en investissant dans de l'interconnexion au niveau territorial, dans des batteries, des champs de batteries au niveau industriel dans lesquels les réseaux doivent investir pour s'assurer de contrebalancer le problème de l'intermittence, et dans des technologies de réponse à la demande. Ça demande aussi, par rapport aux raisons qui ont été expliquées au préalable, un renforcement nécessaire lié à la décentralisation, qui doit être bien réfléchi, et de continuer à investir dans la sécurité, qui doit être également des investissements par rapport à la cybersécurité, vu la convergence entre le monde d'Internet et le monde de l'énergie. Donc, on peut discuter assez longuement du montant et du chiffre de ces investissements nécessaires. Je pense que pour vous, au lieu de discuter un chiffre, c'est de discuter du rapport qui a été publié au mois de septembre par Mario Draghi pour la Commission européenne. Et dans ce rapport, en fait, c'est un rapport de 350 pages qui parle de la compétitivité, de la place de l'Europe dans l'évolution, dans les évolutions actuelles dans le monde, et sa place, et est-ce que l'Europe peut rester un marché compétitif au niveau mondial. Et en gros, si vous regardez, c'est un rapport de plus de 300 pages, et après, à peu près, je pense à la page 10, on parle de l'énergie, et on dit, voilà, il faut investir dans les réseaux électriques. Donc je pense, sans discuter même du chiffre, le fait que ce soit discuté très rapidement dans ce rapport assez fondamental et qui, je pense, aura un impact assez important sur les politiques publiques dans des 5 à 10 prochaines années, ça montre qu'il faut vraiment investir, et massivement, dans les réseaux de demain. Alors, comment est-ce qu'on finance ces investissements? Alors, historiquement, on les finance à travers cet objet qu'on appelle la TURP, donc tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, donc qui sont en place en France depuis le début des années 2000 et qui sont organisés par vague de 4 ans. Là, on est dans la vague 6 et on va arriver à la vague 7 en 2025. Il y a des adaptations annuelles qui sont faites sur base de l'inflation et de différents coûts qui n'avaient pas été anticipés au niveau des différentes vagues. Et l'idée, en fait, de cette turbe, c'est de recouvrir les coûts de RTE et de Enedis. Juste pour vous donner une idée, 90% à peu près des recettes de RTE et de Enedis proviennent à l'heure actuelle de cette turbe, de cette tarification, donc des tarifs que vous payez en tant qu'usager, vous soyez un consommateur, ou que vous soyez un consommateur individuel, ou que vous soyez un consommateur industriel.
Et pour vous, en tant que consommateur, c'est à peu près un tiers de votre facture d'électricité. Ça sera non pas pour payer l'électron ou pour payer les taxes, mais ce sera vraiment pour payer le transport de cette électricité. Et l'approche qui est utilisée, c'est une approche dite Cost Plus. Donc c'est l'idée, tous les ans, tous les 4 ans, RTE et Enedis vont venir et dire voilà, nous on envisage ces investissements-là parce que on doit renforcer notre réseau, on doit investir dans de la recherche et du développement et on estime qu'on va dépenser ce montant-là. Est-ce que vous pouvez nous fixer des coûts plus une rémunération juste de notre capital, je crois que c'est à 4% à peu près, tel que on fera ni perte ni profit, mais on arrivera plus ou moins à l'équilibre. Et en plus de ça, il y a différents mécanismes qui encouragent à terme Enedis et RTE d'investir pour améliorer le réseau et essayer à terme que celui-ci coûte un peu moins cher que il le coûtait au préalable, même si, comme on l'a discuté avant, il y a des besoins qui évoluent et des coûts qui évoluent proportionnellement, même plus que proportionnellement que ces besoins. Donc il y a plusieurs principes fondamentaux qui sont mis en place par la CRE, donc le régulateur français qui s'intéresse à la mise en place de ce TURP. Il y a 4 principes fondamentaux. Donc il y a la péréquation tarifaire, donc c'est l'idée que si que vous habitiez en Corse ou que vous habitiez ici à Belfort, la TURP sera identique. Le concept de timbre-poste, c'est plutôt par rapport à l'usage et le transport, la distance qui est parcourue par l'électricité. Et ici, c'est l'idée que si vous envoyez une carte postale de Corse ou de Belfort vers une même destination, vous allez payer la même chose. Ça doit être la même chose au niveau de l'électricité. Ça doit refléter les coûts, donc c'est le concept de Cost Plus que je viens de discuter. Et il y a ce concept d'euro-saisonnalité, c'est on peut adapter les tarifs en fonction des différentes caractéristiques spatio-temporelles dans certains cas, par rapport à la météo et par rapport aux saisons et au fait lié que la consommation et la production d'électricité est extrêmement saisonnière, que ce soit d'une saison à l'autre, mais aussi au sein d'une même journée. Donc ça, c'est les grands concepts que la TURP est supposée respecter, mais on doit également réfléchir plus globalement à des concepts qui ne sont pas mis explicitement dans ces 4 principes fondamentaux. Il faut que... c'est quand même un atout majeur de la compétitivité et aussi d'un point de vue des usagers, que la facture électrique soit la plus basse possible, donc qu'il y ait une certaine efficacité par rapport à cette distribution et ce transport d'électricité, que ce soit une électricité de qualité, donc on puisse y avoir accès à tout moment de la journée quand on en a besoin. Il y a aussi des questions d'équité non négligeables, surtout que la consommation, la part du budget d'un ménage relativement pauvre est beaucoup plus importante en termes de dépenses énergétiques que d'un ménage relativement riche. C'est des questions d'incitation, donc il faut encourager que ce soit RTE ou Enedis à investir pour faire mieux pour moins cher à l'avenir. Et il y a aussi des questions d'acceptabilité qui, je pense, sont de plus en plus présentes, surtout depuis le mouvement des Gilets jaunes. Il faut réfléchir à cette problématique de l'acceptabilité par rapport à des changements potentiels, que ce soit de méthode, mais aussi de montant de tarification. Et on a derrière tout ça la transition énergétique qui est un peu difficilement négociable en termes d'objectifs à atteindre assez rapidement. Donc, si vous allez sur Internet et vous mettez mouton à 5 pattes, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche à travers la TURP, vous retrouvez une source qui vient de CNews, donc ça vous montre vraiment à quel point c'est très compliqué de trouver un mouton à 5 pattes, et la TURP c'est un peu le mouton à 5 pattes, c'est de trouver un moyen de satisfaire tous ces objectifs, et c'est relativement compliqué. Donc à quoi ça ressemble à l'heure actuelle? Première chose intéressante par rapport à ce qui a été présenté précédemment, c'est qu'en France, ce n'est pas très explicite au niveau de la facture, cette TURP. Donc autant il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite autour de la guerre ukrainienne par rapport au fonctionnement et au modèle économique du secteur énergétique. Il y a eu beaucoup de pédagogie qui a été faite au niveau de la presse. Autant au niveau de la facture, il y a très peu d'informations dans une facture française par rapport à l'étranger sur où va l'argent de votre facture. Donc là, je pense qu'il y a une première chose qui devrait être améliorée à ce sujet-là. Et sinon, comme c'était discuté avant, il y a différentes composantes liées au raccordement, liées à la gestion de comptable, mais les 2 parties principales, c'est une composante liée à la puissance souscrite, donc qui dépend de votre
pointe qui est calculée non pas sur base réelle, la pointe de consommation, mais qui est calculée sur base d'une souscription ex ante, et avec un différentiel dans le cas en termes de tarification si vous dépassez cette pointe. Et vous avez aussi la composante sous-tirage qui, elle, dépend de la quantité. Juste pour vous donner une idée, si on compare par exemple à la Belgique, à peu près 95% de votre facture va dépenser de la quantité d'énergie que vous allez consommer. En France, ce sera plus ou moins 40%. Juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et en plus de ça, il y a des composantes par rapport à l'énergie réactive qui se fait uniquement pour l'instant au niveau industriel et des ajustements géographiques où en fonction d'où vous êtes localisé principalement pour le secteur industriel, vous allez avoir des extras en termes de coûts de transport et de distribution de l'électricité. Alors, je vais pas discuter de ça beaucoup, mais par rapport à la décentralisation, c'est sûr, il y a un peu que ce soit la décentralisation d'un point de vue individuel ou collectif, et ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle ou collective. Il y a des réductions qui sont mises en place, des possibilités de réduction par rapport à la TURPE, mais juste pour discuter par rapport à cette question de la décentralisation, la France est plutôt en retard au niveau européen. Si on regarde d'un point de vue individuel, c'est un peu difficile d'avoir des données assez représentatives et de comparer. Il n'y a pas d'institution, en tout cas, qui regroupe des données au niveau européen, mais en France, on est autour de 2 ou 3% des citoyens qui sont propriétaires de panneaux photovoltaïques. Si on compare à des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, on sera plutôt autour de 10, 15, voire 20%. Donc la France est plutôt en retard. Et une des explications, c'est non seulement que les réductions en termes de tarifs de réseau sont relativement faibles, mais aussi qu'il n'y a pas eu de politique publique soutenue par les finances publiques très importantes qui ont encouragé ce genre d'investissement. Et donc, on ne peut pas mettre sur le dos de cette décentralisation la diminution de la consommation d'énergie. Certainement pas. C'est plutôt lié à une diminution de l'activité industrielle et de l'activité tertiaire qui explique que la quantité qui est consommée à l'heure actuelle en France est moindre qu'il y a quelques années. Alors là, on est en train de discuter, ça va être décidé au mois de janvier de la TURPE 7. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en train d'être discutées maintenant. Donc, ce n'est pas encore des informations qui sont gravées dans le marbre. Mais il y a des évolutions qui sont déjà qui ont été communiquées par la CRE qui lance un peu des idées à gauche, à droite pour voir surtout les questions d'acceptabilité et aussi si ça va être faisable d'un point de vue politique parce que tout ça doit être confirmé par le gouvernement. Donc il y a eu des demandes par rapport à l'augmentation des recettes de la part de RTE et d'Enedis de respectivement 18 et 12%. Donc par année. Donc ça veut dire que effectivement il y a des investissements non négligeables à mettre en place. Il semblerait qu'il a été accordé qu'ils allaient les coûts, l'augmentation de la TURPE allait couvrir plus ou moins 10%, donc un peu en dessous. Donc vous imaginez bien qu'il y a une relation de négociation entre les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport. Donc ça serait plutôt autour de 10%. C'est pas encore très clair si ça va être via une augmentation de la puissance souscrite ou via une augmentation au niveau du sous-tirage. Ça c'est pas encore. Enfin, je n'ai encore rien vu à ce sujet-là du côté de la CRE. On sait qu'il va y avoir une nouvelle, comme ça a été un peu discuté avant, comme ça va être mis en place au niveau de Bruxelles, en Belgique, il va également y avoir une nouvelle période tarifaire particulière qui va être une période un peu moins chère sur les mois d'été et sur l'après-midi d'été, où il y aura un tarif un peu plus favorable pour encourager la consommation d'électricité, parce que c'est un moment où il y a beaucoup d'abondance au niveau de la production d'électricité via le photovoltaïque, même s'il y a relativement peu de photovoltaïque en France, en tout cas à l'heure actuelle. Et aussi, on va avoir une petite punition pour les gens qui ont refusé d'avoir un compteur Linky, qui représente à peu près 5% de la population. Et donc, toute la question, c'est que la CRE va faire une proposition de tarif, et la question, c'est est-ce qu'il y aura l'approbation ou pas du gouvernement, sachant qu'il y a eu des discussions récemment d'augmenter la taxation de l'électricité, donc qui, elles, n'arrivent pas, les recettes de cette taxation-là n'arrivent pas dans les poches du distributeur, mais vont dans les poches de Bercy, dans les finances publiques. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'il va y avoir un court-circuitage entre la partie budgétaire et
comment va évoluer la taxation de l'énergie. J'ai pas suivi les dernières heures des discussions budgétaires au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, mais il y a pas mal de points d'interrogation. Et même s'il n'y a pas de taxation nouvelle au niveau de l'électricité, il risque d'y avoir certaines tensions, je pense, entre les propositions de la CRE et le gouvernement actuel ou futur. Ça sera aussi à déterminer. Donc comment est-ce qu'on va couvrir ces investissements à l'avenir? Il y a plusieurs manières. La première manière, c'est sur base de la tarification. Et là, on peut faire un peu comme Eliane Radig, on peut chipoter avec les boutons et un peu augmenter, par exemple, la composante sous-tirage. Un des problèmes dans l'électricité, c'est que l'élasticité prix est relativement faible. Donc c'est chouette parce que ça permet d'augmenter les ressources, mais ça ne va pas tellement avoir un impact sur les coûts au niveau du résew. Et aussi, un des gros problèmes, c'est si vous augmentez la partie qui est liée à la quantité consommée d'énergie, que ce soit RTE ou Enedis, vont être peu encouragés à la sobriété des usages de l'électricité, parce que s'ils encouragent trop la sobriété, ça va avoir un impact direct sur leurs finances. Donc, en termes d'incitation, dépendre trop de la partie qui dépend de la consommation et de la quantité consommée, ça peut mener à des incitants qui sont un peu problématiques par rapport aux questions de sobriété, qui, je pense, doivent être aussi gardés à l'esprit comme potentiel outil comme potentielle solution par rapport à la transition énergétique. Je ne pense pas que c'est uniquement technologique ou tarifaire que de ces aspects-là que les solutions vont arriver par rapport aux objectifs qui doivent être atteints. Est-ce qu'on va avoir une augmentation de la puissance souscrite ? Je pense le plus cohérent serait d'avoir plus de progressivité par rapport à la puissance souscrite. Donc si vous avez une puissance souscrite qui est plus importante, vous allez proportionnellement payer plus par la suite. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore énormément d'informations entre le lien entre les revenus des ménages et les points de souscrite. Et là, je pense que ça dépend, il faudra vraiment bien paramétriser ça, histoire de ne pas pénaliser les citoyens les plus pauvres, qui potentiellement, dans certains cas, en tout cas surtout des plus pauvres, des 10%, 20% les plus pauvres, ont tendance à consommer un peu plus que certains autres ménages. Aussi, est-ce qu'il va y avoir un passage d'une puissance souscrite vers une puissance réelle, où là, on peut être beaucoup plus proche du comportement des gens, et pas qu'un comportement anticipé. Et aussi, et je pense que c'est quelque chose qui existe dans pas mal de pays, avoir une composante énergie réactive, pas uniquement au niveau industriel, mais également au niveau des petits usagers, au niveau des ménages. Donc si vous êtes volontaire à déplacer votre usage de l'électricité à des moments où c'est compliqué d'acheminer ou de produire l'électricité, vous pourrez être rémunéré d'une manière ou d'une autre si vous êtes volontaire de baisser votre consommation à ce moment-là. Une autre possibilité, et je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup trop mis de côté par le gestionnaire de réseau et aussi par, peut-être moins au niveau de la BEI, qui est de la Banque européenne d'investissement, qui a intégré la durabilité dans ses objectifs de manière beaucoup plus prégnante que la BPI, qui est la Banque d'investissement publique française. Mais je pense que beaucoup de ces dépenses, en fait, ne sont pas que des dépenses, sont des investissements, et sont des investissements à très long terme, à 20, même voire 50 ans dans certains cas, et qui ne pourront pas être financés par des banques privées, mais c'est un peu le rôle en fait de ces banques publiques, qui devraient, je pense, dans certains cas être payées par ces établissements-là, avec, à garder à l'esprit, l'importance de ne pas déplacer la dette sur les futures générations, qui ont déjà la dette écologique qu'on est en train de leur créer sur le dos, et on leur donnerait également une dette financière, ce qui serait, je pense, doublement problématique. Et donc, il faut garder ça à l'esprit. Et finalement, et je pense que c'est un tabou pour beaucoup de personnes, mais je pense qu'on demande beaucoup de choses à RTE et beaucoup de choses à Enedis par rapport à il y a 20 ans, par exemple. Ils n'ont plus du tout les mêmes missions. Avant, on leur demandait, allez, vas-y, transporte-moi et distribue-moi cette électricité. Maintenant, on leur demande d'être des acteurs de la transition énergétique qui est quand même centrale dans nos économies, mais aussi dans notre environnement physique. Donc, pourquoi pas, en fait, utiliser de l'argent public pour cela, parce que le problème est
tellement important qu'on ne peut pas, je pense, uniquement dépendre des usagers pour financer ces objectifs-là. En tout cas, ça mérite en tout cas d'être débattu et d'être discuté. Et je pense aussi qu'il y a une certaine légitimité politique à ce que les finances publiques s'occupent de certains de ces investissements-là, parce qu'il y a une légitimité par rapport à ce qui est équitable de leur point de vue, qui n'est pas nécessairement la même chose de ce qui est équitable du point de vue de la CRE et du régulateur. Il y a, je pense, quand même certaines choses auxquelles il faut garder à l'esprit. À nouveau, ne pas déplacer la facture aux futures générations et ne pas trop perturber les incitations et ne pas encourager non plus certains investissements qui pourraient être dispensés par Enedis ou par RTE. Donc là, je pense que ça demande des changements importants d'un point de vue politique. Je pense que là, j'ai mis une quote de Macron qui avait dit avant son deuxième mandat que son mandat serait écologique ou ne sera pas. Pour l'instant, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il ne le sera pas, mais je pense que les choses peuvent encore changer. Il faut garder espoir. Donc voilà, en conclusion, il y a des besoins vraiment massifs au niveau des réseaux électriques, et dépendre uniquement d'une tarification est compliqué. Certes, il y a des freins politiques majeurs à Paris. Il y a des freins politiques au niveau politique, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau ministériel et au niveau du Sénat. Mais il y a aussi des idées nouvelles, il y a des poches d'espoir. Je pense qu'au niveau européen, ça a pris un peu du plomb dans l'aile au mois de juin avec les élections, mais il y a quand même des initiatives qui ont été mises en place suite à la guerre en Ukraine, qui sont porteuses d'espoir et qui montrent qu'il y a une volonté de vouloir aller rapidement et de manière juste et durable face à une indépendance énergétique beaucoup plus importante et beaucoup plus durable. Et il y a aussi au niveau des territoires, il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, et ces initiatives, certes, sont un peu réparties partout et ne passent pas encore à l'échelle et ne peuvent pas nous assurer une transition énergétique, mais je pense que c'est un signal important par rapport au pouvoir central et ce qui se passe à Paris. Et ça peut permettre de faire changer d'avis certaines personnes, et je pense que c'est porteur d'espoir, et je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là. Donc certes, ça peut paraître un peu triste ma présentation et montrer qu'on est vraiment face à, on discutait avec Vincent, on est face à une falaise, mais il y a des initiatives qui ont lieu, que ce soit à Bruxelles ou dans les territoires, qui font qu'il y a un espoir à arriver assez rapidement à une transition juste et arriver au réseau de demain qui seront, je pense, durables et soutenables d'un point de vue économique. En tout cas, j'en ai l'espoir intime. Merci. J'espère que dans la salle, tout le monde m'entend. Je vais me présenter rapidement avant de commencer. Donc, je suis Amélie Paverdo, journaliste à Radio Campus Besançon. Et donc, ça fait déjà plus d'un an qu'on travaille avec le réseau Edeni pour l'animation de ces tables rondes. Radio Campus Besançon, en quelques mots, donc c'est une radio associative qui travaille beaucoup avec les étudiants. Donc, on est beaucoup en partenariat avec l'Université de Franche-Comté notamment, puisqu'on forme, on accompagne les étudiants dans leurs projets, notamment de podcast avec notre concours régional. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, on a ouvert une antenne du côté du Nord-Franche-Comté, à Montbéliard et Belfort. Et donc voilà, on travaille en collaboration avec Edeni. Donc l'idée de cette table ronde, ça va être de parler de la thématique que vous avez déjà abordée en début de matinée. Donc les coûts et tarifications sur les réseaux électriques, les enjeux de la transition énergétique. Eh bien, peut-être que... donc moi, j'avais une petite ligne pour chacun des intervenants, mais si vous voulez bien vous présenter chacun votre tour, qu'on puisse à la fois comprendre ce que vous faites dans votre structure et puis les missions que vous avez et les rôles voilà, que vous avez dans les structures. Qui veut se lancer? Cécile Fontaine, vous voulez commencer? Très bien, bonjour à tous, et vraiment désolée de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous. Donc moi, Cécile Fontaine, je suis la chef du département Affaires publiques et juridiques de la FNCCR, qui est une association de collectivités compétentes en matière de réseau numérique, réseau d'eau et bien sûr réseau d'énergie. Donc on représente beaucoup de ce qu'on appelle les AODE, les autorités organisatrices de la distribution
comme le territoire d'énergie Alsace qui est aujourd'hui représenté et qui ont la compétence en matière de réseau et négocient le cahier des charges de concession avec Enedis pour l'électricité, avec GRDF pour le gaz. Mais je pense que vous en avez déjà parlé, on y reviendra, mais du coup, la question du tarif nous intéresse beaucoup parce que contrairement au droit commun des concessions, le tarif n'est pas défini dans le cadre de ces concessions locales, mais au niveau national. Mais on y est évidemment très, très directement intéressé. J'y reviendrai plus tard. Merci. Marois Haddad, si vous voulez vous présenter pour Opal. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Marwa Haddad, je suis responsable solutions digitales chez Opal. Donc pour présenter peut-être un peu Opal, Opal est une entreprise qui opère dans le développement de projets d'énergie renouvelable, plus précisément dans le photovoltaïque, l'éolien et le biogaz. Et puis récemment, depuis 2018, on a commencé à nous concentrer sur les opérations d'autoconsommation collective. Et donc voilà, on a créé une solution digitale pour ça et moi, je suis la responsable de solution digitale. Voilà. Merci. Et enfin, Quentin Bourg, si vous voulez aussi vous présenter aux personnes dans la salle. Oui. Bonjour à tous, donc Quentin Bourré, je suis responsable transition énergétique chez Territoire d'énergie Alsace, donc un syndicat d'énergie qui fait partie de la FNCCR, donc la fédération représentée par Cécile Fontaine. J'en parlerai aussi un petit peu plus en détail pour expliquer ce qu'on fait par la suite, mais nous on est actifs sur quasiment tout le Haut-Rhin et le sud du Bas-Rhin, sur environ 400 communes. Eh bien, merci. Alors, dans un premier temps, parce que c'est vrai que le thème du jour, donc c'est le suivant, donc je l'ai déjà annoncé et vous le connaissez, mais coût et tarification pour le réseau électrique, les enjeux de la transition énergétique. Est-ce qu'on peut faire rapidement un point sur le schéma un petit peu énergétique français pour remettre un petit peu tout à plat et qu'on puisse un petit peu aussi comprendre à quel moment vous intervenez dans ce schéma énergétique? Si l'un d'entre vous veut prendre la parole. Je ne sais pas, Quentin, est-ce que tu souhaites Je crois que je peux te expliquer le laisser. rôle du syndicat? À quel moment on Comme tu veux, intervient dans Ouais. Au niveau des autorités organisatrices de la distribution, à quel moment on intervient dans le système électrique? Ouais. C'est bien ça, hein, la question. Donc effectivement, on distingue dans le système électrique la partie production, approvisionnement, la partie acheminement, c'est-à-dire les réseaux, et puis la partie commercialisation, fourniture. Alors, les autorités que nous représentons comme territoire d'énergie Alsace ont la compétence en matière de distribution, mais également, c'est important, j'y reviendrai pas forcément, mais en matière de fourniture au tarif réglementé de vente, qui est un service public qu'on oublie bien souvent, mais qui fait aussi partie du contrat de concession. Là, on va se focaliser sur la partie acheminement, donc qui est fondamentale. On parle de transition énergétique, les réseaux. C'est évidemment un chaînon indispensable à la transition énergétique, ne serait-ce que parce que c'est sur les réseaux que sont raccordées les installations de production d'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, de plus en plus décentralisées, hein, les installations de production, notamment le photovoltaïque, sont plutôt raccordées au réseau de distribution. Donc, c'est vraiment des installations gérées au niveau local. Les réseaux, c'est aussi tout ce qui va accompagner les changements en termes d'usage, hein. On parle beaucoup de massification des usages électriques, de l'électrification pardon, des usages avec les bornes de recharge notamment. Donc ça, pareil, c'est au niveau du réseau que ça doit se gérer et ça nécessite, et c'est important parce que l'électricité, on se dit, on l'a partout sur tout le territoire français. Ça fait longtemps que la France a été électrifiée, le début du siècle dernier. Grâce aux collectivités d'ailleurs, il faut le souligner, mais ce réseau, il doit être sans cesse développé, modernisé, renouvelé, justement pour faire face à ces évolutions, que ce soit des nouvelles productions ou des nouveaux usages en matière d'électricité. On parle beaucoup de flexibilité, Marois parlait d'autoconsommation, et ce sont des opérations qui se développent énormément sur les réseaux, notamment en particulier à l'initiative des collectivités.
permettent en fait de se partager sur les réseaux, hein, de l'électricité et de valoriser localement en fait de la production locale. Là aussi, il va falloir du coup s'assurer que le réseau est suffisamment en capacité d'accueillir ces projets. Donc c'est vraiment le rôle d'un syndicat, mais je voudrais pas trop empiéter sur la présentation de Quentin qui va nous dire concrètement, parce que moi je suis dans mes bureaux à Paris, comme vous l'aurez compris, et c'est vraiment nos adhérents qui au jour le jour exercent ce rôle. Je dirais juste, et j'y reviendrai plus tard, qu'on est dans un cadre, et c'est vraiment très important hein, par rapport au TURP, on est dans un cas assez dérogatoire où l'autorité concédante ne fait pas que concéder les réseaux à un opérateur qui, dans le cas d'un monopole, hein, Enedis ou les entreprises locales de distribution. On a aussi une maîtrise d'ouvrage sur les réseaux, donc c'est une forme de concession avec une petite partie à fermage où le syndicat d'énergie va lui-même intervenir sur le réseau, réaliser les raccordements. Voilà, c'est très très important. Il n'exploite pas, mais il réalise les réseaux. Et donc pourtant, il ne touche pas le tarif, le TURP, donc on en parlera plus tard. Mais voilà, je crois que c'est un des points fondamentaux à avoir en tête, c'est que il n'y a pas qu'Enedis et les entreprises locales de distribution qui interviennent sur ce réseau, il y a aussi les collectivités et qu'il faut donc financer leurs actions. Et je te laisse peut-être, Quentin, Ouais, compléter. ça marche. Du coup, pour présenter un petit peu nos structures, alors moi je suis territoire d'énergie Alsace, mais il y a des syndicats d'énergie partout sur le territoire. En général, à la maille départementale, ce qui a été encouragé par la loi. Euh, Ça vient à la base de l'électrification rurale sur beaucoup de territoires, donc des groupements de communes qui se sont regroupés ensemble pour amener l'électricité partout à leurs adhérents. Dans d'autres territoires, comme en Alsace, c'était pas vraiment la peine. Nous, typiquement, c'était les Allemands avaient électrifié, donc on n'avait pas un besoin de porter par les communes cette électrification, ce qui a amené des modèles un peu différents en France sur les syndicats d'énergie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces syndicats d'énergie, ce sont des regroupements de communes qui ont pour rôle de contrôler désormais l'action d'Enedis. On est autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Donc, on concède le réseau à Enedis qui l'exploite pour notre compte. Et après, selon cette histoire justement d'électrification faite par les communes ou non, on a plus ou moins de maîtrise d'ouvrage. Donc, les syndicats qui, à l'époque, avaient amené l'électricité un peu partout et c'était structuré pour développer le réseau, ont souvent gardé la maîtrise d'ouvrage. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, sur les communes rurales, ce n'est pas Enedis qui fait les travaux d'extension du réseau, mais bien des syndicats de communes, des AODE, qui sont structurés pour faire ces travaux. Donc, c'est des syndicats qui sont du coup assez gros quand même. On parle de plusieurs dizaines, voire centaines de personnes pour faire ce travail localement et amener le service à leurs communes membres. Nous, territoire d'énergie Alsace, comme je l'ai dit, on est plus petit parce qu'on n'a pas cette maîtrise d'ouvrage du raccordement. Pour autant, on a aussi de la maîtrise d'ouvrage sur le réseau, notamment sur tout ce qui est effacement de réseau, donc passage d'aérien en souterrain, avec des montants qui sont pas négligeables. C'est plusieurs millions d'euros qui sont investis tous les ans sur les territoires par le syndicat. Donc tout ça en parallèle de ce que fait Enedis. Donc il faut bien garder en tête qu'il y a Enedis qui certes exploite et fait une grosse partie du travail, mais il y a aussi les syndicats d'énergie qui ont une part d'investissement qui n'est pas du tout négligeable. Cécile, je crois que je vais te piquer tes chiffres. Tu m'avais dit que c'était à peu près 15% des investissements qui sont réalisés par les AODE sur le territoire. Donc voilà, c'est hors cadre du TURP et pour autant, c'est des investissements qui sont très conséquents. Que dire de plus sur ces sujets? Je vais m'arrêter là pour pas trop empiéter sur le temps de parole des autres. Ça a bien introduit le sujet et on parlait justement de TURP. Donc là, je vais me tourner plutôt vers Marwa Haddad. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en préparation de cette table ronde. Est-ce qu'on peut tout d'abord revenir un petit peu sur l'autoconsommation collective déjà pour poser les jalons et puis aussi expliquer ce qu'est un TURP si jamais des personnes en ligne ou dans la salle ne savent pas encore ce que c'est? Bien sûr. Donc l'autoconsommation collective, en fait, désigne une organisation dans laquelle plusieurs consommateurs et producteurs, ils vont partager une électricité qui va être produite localement et puis généralement à partir d'énergies renouvelables telles que par exemple des panneaux solaires. Ça peut être également de l'éolien, mais le cadre réglementaire actuellement ne le permet pas encore. Euh, ça va se dérouler dans un périmètre bien défini, donc ça peut être dans un même bâtiment,
où donc les participants partageront l'électricité qui est produite, comme ça peut être également dans un périmètre étendu. Par exemple, si on est dans une zone urbaine, le périmètre il va s'étendre à 2 kilomètres. Ça peut aller jusqu'à 10 en zone semi-rurale, et puis en rural, on peut aller jusqu'à 20 kilomètres sous dérogation. Euh, de telles opérations peuvent inclure du coup des particuliers, des entreprises et puis des collectivités locales. Donc tout le monde au fait peut participer à des opérations d'autoconsommation collective. Et puis si on parle un peu du coup du TURP, donc récemment, hein, il y a eu un nouveau TURP pour l'autoconsommation collective où on a réduit enfin, je commence peut-être tout d'abord par introduire le TURP. Donc le TURP, c'est la taxe d'utilisation du réseau de production d'électricité, si je ne me trompe pas. Je Tarif pense, tarif d'utilisation des réseaux je publics parie. d'électricité et si je puis me permettre, ce n'est C'est pas ça, une taxe, mais bien un tarif de un service tarif. public. Voilà. Oui. Et puis donc récemment, il y a la CRE qui a partagé un nouveau TURP pour les opérations d'autoconsommation collective, où du coup on a changé quelques composantes de ce tarif afin d'être plus en accord et de réduire le TURP dans de telles opérations, parce que finalement on rapproche l'unité de production à la consommation. Donc il n'y a pas de raison de payer au fait une TURP comme on l'a payé auparavant, qui est au timbre-poste. Donc il y a eu un travail qui a été effectué par rapport à cela. Mais par contre, il y a qui pose également plusieurs questions encore. Donc voilà, on continue à travailler sur ce TURP, je dirais, pour le pousser encore plus et pour avoir un TURP plus avantageux. Justement, pour préciser, parce que l'objet du jour, c'est aussi les coûts et les tarifications. Si on se place du côté des consommateurs, s'ils décident de rejoindre une autoconsommation collective, quels sont les gains, combien ça leur coûte, à partir de combien de temps ils peuvent voir une différence sur leur facture? Alors, si un consommateur il rejoint une opération d'autoconsommation collective, déjà, il va avoir, je dirais, un gain immédiat à partir de sa première facture. Euh, on commence dès le début. Au fait, donc, si on a un consommateur qui rejoint une opération, à la fin du mois, il va recevoir deux factures. Une facture de la part du producteur d'énergie renouvelable qui est à côté et une facture de la part de son fournisseur. L'objectif, c'est que la somme de ces deux factures, bien sûr, soit inférieure à sa facture actuelle. Et c'est un peu le cas que nous, on applique à Opal. Donc, nos prix ils sont très concurrentiels par rapport au marché et on essaie, bien sûr, d'avoir des prix moindres que les prix fournisseurs que nos consommateurs ont. Donc déjà si on prend une facture d'énergie électrique, hem, on va trouver que la facture, elle est répartie généralement en 3 parties. Donc il y a la partie consommation, ce qu'on consomme en mégawattheure, il y a la partie, TURP, donc ce qu'on paye pour l'acheminement de l'électricité et puis il y a la partie des taxes. Quand on rejoint, une opération d'autoconsommation collective, et ben, on va payer déjà un prix, hem, inférieur au marché, pour la partie consommation. Le TURP actuellement, le TURP, il ne change pas, sauf que oui, actuellement, il y a eu des avancées et donc sur, quelques composantes et donc ça va être un peu moindre, mais il faudrait que le consommateur mentionne à Enedis qu'il fait partie d'une opération d'autoconsommation collective et qu'il réclame ce TURP spécifique. Hem Et puis sur la composante de l'accise, qui est, du coup, qui représente du coup, les taxes communales et départementales, il y a un gain, il y a parce que cette composante-là, du coup, sur la part autoconsommée, elle est supprimée et donc le consommateur ne paie plus d'accise sur la partie autoconsommée. Du moins dans le cadre de nos opérations à nous, et dans le cadre d'un appel d'offres creux.
Et donc, il ne paie plus cette assise et donc ça lui fait à peu près un gain que nous, on remarque à peu près de 25% sur les factures. Voilà. Cécile Fontaine, si on fait un petit point juridique par rapport à cette transition énergétique, quel est le cadre globalement pour comprendre? Alors, le cadre du tarif, vous voulez dire, du TURP? Donc, le tarif, ce que je vous disais tout à l'heure, contrairement à d'autres délégations de services publics, le tarif de la distribution va être régulé, donc en fait décidé par la Commission de régulation de l'énergie. Ça, c'est le droit de l'Union qui nous l'impose. Et donc, ce tarif va être fixé par la CRE au regard des charges d'Enedis, qui va donc lui donner toutes les coûts qu'il projette d'avoir, notamment, enfin pas notamment, dans le cadre des contrats de concession, puisque vous savez qu'Enedis n'agit que dans le cadre d'un monopole, mais dans le cadre des contrats de concession. Dès qu'il intervient sur le réseau, c'est parce qu'il est concessionnaire des réseaux et donc concessionnaire des AODE. Donc la CRE va fixer ce tarif. Et Marois l'a rappelé, il y a un certain nombre de principes qui s'appliquent à ce tarif. Alors, d'abord, un principe de couverture des coûts, c'est important. C'est-à-dire que, il faut que le TURP soit à un niveau qui couvre tous les coûts d'Enedis, sous réserve qu'il se comporte comme un gestionnaire de réseau efficace. Évidemment, l'idée, c'est pas de lui donner plein d'argent et qu'il puisse l'utiliser n'importe comment. Donc, il a un peu challengé, si je puis me permettre, et c'est ce qu'on appelle la régulation incitative sur un certain nombre d'objectifs de performance, notamment en termes de qualité. Donc ça, c'est la couverture des coûts. Le timbre-poste que Marois a rappelé, c'est qu'effectivement, que vous soyez très éloigné d'une installation de production, un consommateur très éloigné d'une installation de production, je pense notamment à la Bretagne, ou quand vous êtes dans des zones montagneuses, ou à côté d'une centrale nucléaire, vous allez payer pareil. Alors que pourtant, l'électron, techniquement, il va prendre le plus court chemin, hein, donc il va aller de l'installation de production à l'installation de consommation la plus proche. Et donc, ça coûte moins cher quand vous êtes proche d'un site de production, mais là, tous les consommateurs français sont finalement placés au même niveau et payent la même chose. C'est pour ça que le TURP autoconsommation dont parlait Marois est une petite dérogation. Et ça, c'est un gros débat d'ailleurs. C'est est-ce qu'on peut déroger à ce principe qui est effectivement, on l'entend, hein, c'est au regard du service public, tout le monde a le droit à une électricité au même prix, quel que soit son lieu sur le réseau. Mais pour la transition énergétique, ça peut être intéressant quand même d'avoir des TURP un peu spécifiques pour tenir compte du fait que ce consommateur n'a pas le même impact sur le réseau s'il consomme une production locale, notamment dans le cadre d'une opération d'autoconso collective. Et puis, il y a la transition énergétique, ça va être la structure tarifaire qui va être faite, enfin, définie de telle manière à justement inciter les consommateurs à consommer au même moment. Vous savez que sur un réseau, il faut toujours équilibrer l'offre et la demande. Donc, il y a des moments où c'est plus intéressant que les consommateurs consomment parce qu'il y a plus d'injections, le photovoltaïque produit beaucoup. Donc, voilà, cette structure tarifaire va permettre de tenir compte de la transition énergétique en incitant le consommateur à payer, enfin à consommer plutôt au bon moment. Voilà pour le cadre juridique global. Je ne sais pas si Quentin, tu souhaites compléter ou... J'ajouterais peut-être un volet sur la trajectoire d'investissement, qui est un point assez important aussi, c'est que le TURP va essayer de couvrir la trajectoire d'investissement d'Enedis sur les années à venir. Et là-dessus, il y a une articulation à trouver avec la régulation locale, parce qu'il faut savoir que donc, Enedis est régulé nationalement par la CRE qui lui fixe une enveloppe d'investissement à réaliser, mais localement, il y a aussi des plans pluriannuels d'investissement avec les AODE qui précisent le montant qu'on souhaite qu'Enedis investisse sur le réseau et surtout, on va essayer de flécher, nous, les opérations vers ce qui nous paraît le plus pertinent localement. Parce qu'on ne peut pas décider juste d'un montant en milliards d'euros depuis Paris qui doit être investi. Il faut que localement, on sache dire ce qui est important sur notre territoire, c'est d'investir sur ces volets, typiquement la résorption de certains réseaux plutôt que d'autres, et des zones géographiques aussi qui sont plus pertinentes. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et nous, l'enjeu en fait qu'on a en tant qu'AODE et qui est aussi l'enjeu d'autres acteurs, je pense aux producteurs également, c'est de réussir à faire en sorte qu'Enedis tienne ses trajectoires d'investissement et ne sous-réalise pas ces investissements. Parce qu'en fait, si on prend du retard sur des investissements de réseau,
Ça pénalise pas uniquement le réseau, ça pénalise aussi tous les consommateurs, tous les producteurs qui souhaitent s'y raccorder par la suite. Et donc, c'est un enjeu qui est assez majeur pour la transition énergétique parce que tant qu'on n'a pas de réseau, on n'a pas les nouveaux usages, on n'a pas les nouveaux moyens de production qui sont derrière. Et donc ça, c'est un point sur lequel on est très vigilant, nous, localement. Après, à notre échelle, c'est aussi fait nationalement par la FNCCR et par la CRE, mais c'est un point qu'il faut garder en tête, c'est cette trajectoire d'investissement à réaliser. Tout à fait, si je peux me permettre de compléter, pour apporter un petit sujet peut-être un peu plus polémique, c'est vrai que on regrette que le régulateur ne tienne pas suffisamment compte de cette régulation locale dont vient de parler, Quentin. C'est-à-dire qu'on a, nos programmes d'investissement, c'est bien défini dans le cadre de cahier des charges de la concession et là, par exemple, la Commission de régulation de l'énergie vient de lancer une consultation, un dossier de 180 pages, hein. Le TURP, c'est très technique, à la fois du technique, du financier, du juridique. C'est très complexe. Et ben, moi, j'ai fait un petit contrôle F et sur ces 180 pages, je crois que le mot concession est cité une fois, le mot AODE, je crois pas du tout. Donc en fait, la CRE finalement fixe son tarif en oubliant un peu que les investissements qu'elle va financer par ce tarif, c'est des investissements qui sont décidés localement. Et c'est vraiment en ce sens que la fédération et ses adhérents essayent à chaque fois de rappeler ce rôle-là de la régulation locale. Mais on, on finit par être un peu entendu quand même. Là, on a eu une audition avec la CRE et je sens notamment sa présidente, hein, qui comprend bien qu'il y a un sujet et on est dans c'est quelque chose de très dérogatoire, c'est pas forcément évident, mais voilà, ce qui serait l'idéal en fait, ce serait qu'on soit entendu, qu'on puisse nous-mêmes arriver finalement avec des demandes en termes de charges, parce que c'est les charges de nos contrats de concession pour dire, pour vérifier que les charges sont bien prises en compte, hein, au nom de ce principe de couverture des coûts. Et un point notamment qui passe un peu sous les radars, c'est tous ces investissements qui sont réalisés non pas par Enedis, mais par la ODE, là où la CRE les oublie complètement. Comme on ne peut pas nous-mêmes percevoir le tarif puisqu'on n'est pas un gestionnaire de réseau et on ne souhaite pas l'être, le principe, c'est qu'en fait, on le touche indirectement via des redevances de concession ou des contributions en fait, que le concessionnaire va payer dans le cadre de la concession. C'est prévu par la loi, hein, donc il n'y a pas de difficulté. La loi le prévoit, et d'ailleurs la loi prévoit que le TURP doit couvrir ses redevances et ses contributions parce que c'est une façon de financer la maîtrise d'ouvrage des AODE qui, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, est une compétence qui est reconnue elle-même par la loi et à laquelle on tient beaucoup. Donc, on souhaiterait en fait pouvoir arriver nous aussi avec nos demandes en fait en termes d'investissement auprès de la CRE et dire voilà, le TURP doit être calibré aussi pour couvrir ces investissements. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui évolue aussi tout le temps et qui nécessite aussi des améliorations et des changements de tous les côtés. Est-ce que, Marouane, vous souhaiteriez réagir? Sur quel volet exactement? Parce que ce qu'on vient de... Ouais, si vous souhaitiez ajouter quelque chose à ce qu'on vient de dire. Non, Cécile et Quentin, ils ont tout dit. Et puis clairement, oui, le Turc, il arrête pas d'évoluer. Enfin, oui, 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 oui. Comme vous l'aviez mentionné, mais non, je n'ai rien à rajouter sur ce volet. Ils ont bien tout résumé, je dirais. Peut-être rajouter sur l'évolution du TURP, du coup je me permets, hein, je reprends la Bien parole. sûr. Mais vous m'arrêtez si je parle trop. L'évolution, oui, c'est un point important, c'est qu'on a un TURP qui est fixé pour 4 ans, alors qu'on a des concessions qui durent 25-30 ans, hein, assez classiquement. Et 4 ans, c'est très bien parce que ça permet de revenir assez régulièrement. Le secteur de l'énergie évolue tous les jours. Là, on parle beaucoup plus de flexibilité qu'avant. Il y a ce qu'on appelle des actions de flexibilité. D'ailleurs, les syndicats d'énergie, hein, ont la compétence pour organiser, alors c'est ce qui peut être des opérations de stockage ou des raccordements intelligents qui permettent d'effacer la consommation. Enfin voilà, tout ce qui permet en fait de jouer sur l'équilibre offre-demande. Ça, les AO2 peuvent intervenir là-dessus. Ça se développe beaucoup, donc il faut que le TURP évolue aussi en conséquence. Et donc les 4 ans, nous, on trouve que c'est bien parce que ça permet justement de reposer la question. Et puis même enfin, au-delà de cette question des 4 ans,
on a un dispositif dans le TURP, alors c'est un peu technique, mais qui s'appelle le CRCP, qui permet, s'il y a une évolution des charges, parce que évidemment on peut pas tout prévoir, on peut garantir le principe de couverture des coûts. Alors pas tous, hein, tout n'est pas dans ce dispositif, mais ça permet d'ajuster le niveau du tarif en fonction des aléas, parce que évidemment l'acheminement d'électricité, c'est absolument essentiel, hein, pour l'économie, enfin le fonctionnement du pays, quoi. Et justement, là, on parle beaucoup du national ou du local, mais est-ce qu'il y a aussi une autre couche qui s'ajoute, notamment au niveau de l'Europe, qui rajoute encore quelque chose, notamment des strates? Ah bah alors c'est du droit européen. De toute façon, on est complètement, encadré par, le droit européen. Il y a un règlement européen qui encadre, hein, le principe, de la tarification, donc de la rémunération du gestionnaire de réseau. Alors par contre, le droit européen, il y a, enfin, observe une certaine neutralité quant à l'organisation. C'est-à-dire le fait que nous, on ait de la maîtrise d'ouvrage en tant que collectivité, c'est pas prévu par le droit européen, mais c'est pas du tout, incompatible, et le fait que du coup le tarif puisse couvrir nos investissements en tant que maître d'ouvrage de ces investissements, c'est tout à fait possible. Voilà, mais sinon, c'est vrai que sur le principe de couverture des coûts notamment, c'est un principe qui est issu du droit de ce règlement européen. Et le fait que ce soit fixé par un régulateur, parce que oui, pourquoi c'est pas fixé par chaque AODE, pour le ça, c'est parce qu'on a une obligation au niveau de l'Europe de confier cette compétence à l'autorité de régulation nationale. La petite nuance, c'est par rapport au réseau de transport. Par exemple, le réseau de transport, il y a aussi un TURP, le TURP Pôle Transport pour la HTB, mais la CRE va faire un peu plus que de fixer le tarif, elle va aussi contrôler que RTE, qui est le gestionnaire de réseau de transport, réalise bien les investissements. Et là, comme Quentin l'a rappelé, le contrôle des investissements, c'est pas la CRE qui le fait, c'est vraiment chez nous. Elle se contente, si je puis dire, au niveau de la distribution, de fixer un tarif et de challenger un peu Enedis sur l'utilisation de ce tarif. Et c'est là où on lui demande du coup de vraiment tenir compte de nos concessions et de nos politiques d'investissement dans les concessions. Quentin, je vous avais vu enlever votre micro, vous souhaiteriez Ouais, ajouter? non, en fait, c'est bon, ça a été, ça a été dit, donc c'est plutôt bon. Le côté européen est surtout visible en transport. Forcément, le réseau est interconnecté au niveau européen, donc il faut des règles du jeu qui sont les mêmes partout en Europe. Il y a des instances européennes qui sont dédiées à ça, ce suivi européen, à la coordination entre les régulateurs et les gestionnaires de réseaux de transport. Côté réseau de distribution, on a des déclinaisons effectivement du droit européen au droit national, mais on a mécaniquement moins d'interconnexions parce qu'on gère localement le réseau. C'est des poches de distribution de quelques dizaines de kilomètres à chaque fois un poste électrique. Donc on a moins ce sujet transfrontalier électriquement en tout cas. Je me permets aussi, Vincent, si jamais il y a des questions dans le public, pas hésiter à faire un petit signe. Je ne sais pas s'il y a des personnes, ou même en ligne, parce que je ne vois pas forcément les questions s'il y en a, mais s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, c'est ouvert aussi à la discussion. Alors, le lien n'a pas En été tout cas, partagé, donc il n'y a personne en ligne, ça c'est sûr, si ce n'est vous, ok. évidemment. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle. Donc, voilà. Ok, bon bah, on avance. Donc là, c'est vrai qu'on a déjà fait une bonne introduction au sujet. Mais vous, quand vous avez vu l'objet de la conférence du jour, est-ce qu'il y a vraiment des sujets dont on n'aurait peut-être pas encore trop parlé, trop détaillés, qui vous semblaient très utiles, voilà, d'échanger vraiment des thématiques? C'est vrai qu'on a parlé d'autoconsommation collective, de flexibilité, mais on n'est peut-être pas allé dans le détail comme vous l'auriez souhaité. Est-ce qu'il y avait des points qui vous semblaient très très importants d'aborder aujourd'hui? Bah, moi, en ce qui me concerne, enfin, je vous dis, c'est vraiment, je souhaitais souligner, hein, la question de la maîtrise d'ouvrage des autorités concédantes. Peut-être si on a un peu le temps, je ne me rends pas bien compte non plus du temps qui nous reste, mais évoquer un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, ainsi que nos adhérents en ce moment,
qui est, bon, qui est un peu technique aussi, mais qui est lié au TURP, je vous rassure, qui est ce qu'on appelle le FACÉ. Parce qu'il est financé justement aujourd'hui par le TURP. Le FACÉ, c'est un compte d'affectation spéciale qui est dans le budget de l'État, mais qui permet de financer des travaux d'enfouissement, d'extension, de renforcement sur les réseaux que réalisent en zone rurale les collectivités concédantes. Si les collectivités interviennent en zone rurale, c'est que c'est parce que c'est bien moins rentable, évidemment, hein, qu'en zone urbaine. Donc, il faut aussi quand même le rappeler. Et donc, c'est important qu'elles agissent à ce niveau-là. L'enfouissement, quand on en parlait tout à l'heure, quand on voit que les intempéries augmentent chaque année, c'est très important de sécuriser. C'est pas que esthétique, hein. Donc ce FACÉ, il est très important pour nous pour financer ces actions. Et aujourd'hui, dans le projet de loi de finances pour 2025, qui est discuté actuellement, le gouvernement souhaite que ce FACÉ ne soit plus financé par le tarif d'utilisation des réseaux. Jusqu'à aujourd'hui, c'était le gestionnaire de réseau qui payait en fait, des contributions qui étaient couvertes par le TURP. Et demain, le gouvernement propose que ce soit la taxe, les assises sur l'électricité, c'est-à-dire en gros la taxe liée à la fourniture. Alors ça nous paraît une aberration et pour nous, ce FACÉ, ce dispositif de financement, il doit absolument continuer à être financé par le tarif parce que ça reviendrait finalement à financer toute une partie du réseau, non pas par un tarif, comme c'est la règle en matière de service public industriel ou commercial, hein, comme vous le savez, mais par une taxe, et en plus une taxe qui est liée à de la fourniture. Or, comme vous l'avez peut-être évoqué ce matin, en droit de l'énergie, on a une obligation, hein, de séparer très très distinctement l'activité de fourniture de l'activité de distribution. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas le même. Il y en a un qui a un monopole, pas l'autre. Donc, c'est pas du tout le même cadre juridique. Donc, cette proposition nous paraît une aberration et nous, on souhaite, enfin, on est vigilant à ce que ces travaux réalisés par les collectivités continuent à pouvoir être financés par le tarif. On a bien conscience qu'on ne peut pas toucher le tarif nous-mêmes, hein, en tant que collectivité, puisqu'on n'est pas un exploitant, mais c'est comme un affermage, hein, le service public doit être financé par un tarif et pas par une taxe. Voilà, c'était pour vous donner un petit élément de contexte d'actualité, puis c'est ma façon de faire mon petit message politique, mais qui est vraiment important. On arriverait, si vous voulez, à une situation totalement incroyable où, pour toute une partie du réseau, on aurait un dispositif de financement qui serait différent selon qu'on soit situé en zone rurale ou en zone urbaine. Ça n'a absolument aucun sens. Voilà, donc je voulais faire part de ce point. Je ne sais pas, Quentin, si tu as d'autres observations. Ouais. Moi, j'ai un autre sujet qui est assez important aussi à mes yeux. C'est une déformation de mon passé, mais c'est sur le raccordement des nouveaux usages, que ce soit les énergies renouvelables ou les nouveaux consommateurs, enfin nouveaux. Les bandes de recharge sont plus vraiment nouvelles, mais à notre échelle de temps sur les réseaux électriques, on va dire que c'est nouveau, qui est quand même un point assez clé. Il faut qu'on arrive à suivre la fréquence des usages côté réseau pour pas ralentir la transition énergétique. Et là-dessus, on constate que Enedis a beaucoup de mal à suivre la cadence. Pour des raisons qui sont matérielles. Enfin, il y a beaucoup de demandes de raccordement. C'est vraiment une explosion des demandes de raccordement auxquelles ils font face. Il faut qu'ils arrivent à suivre cette explosion, ce qui n'est pas forcément évident. Et aussi des moyens du coup, humains, réussir à recruter des personnes derrière. Et une des choses qu'on pousse côté AODE, c'est de pouvoir aider quelque part Enedis sur cette partie des raccordements, en pouvant récupérer, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage de certaines catégories de raccordements de producteurs, notamment, ce qui n'est pas le cas encore sur nos territoires, pour pouvoir en fait répartir mieux cette maîtrise d'ouvrage et réussir à accélérer les délais de raccordement qui sont vraiment, qui peuvent être très importants par moment. Là encore, hier, j'étais en table ronde photovoltaïque et on m'expliquait qu'on avait des projets qui étaient installés, mais qui attendaient pendant plus d'1 an leur raccordement. Donc, on voit qu'il y a vraiment un goulot d'étranglement au niveau du raccordement. Ça, c'est un point clé et on pense que les AODE et les collectivités ont un rôle à jouer là-dessus, que ce soit par la maîtrise d'ouvrage ou alors par de l'accompagnement en faisant de la flexibilité, donc en réfléchissant à faire des raccordements qu'on va appeler intelligents, qui vont plus s'adapter au réseau auquel ils se raccordent pour essayer de limiter les investissements sur le réseau et de faire les investissements les plus pertinents possibles. Donc voilà, je fais aussi ma petite pub, mais en tout cas, on pousse ce sujet côté AODE sur la maîtrise d'ouvrage des raccordements des producteurs parce qu'on pense que c'est une vraie demande et on a une carte à jouer, nous,
et un soutien qu'on peut apporter à Enedis sur ce sujet. Marois, Haddad, vous souhaiteriez... Je rejoins clairement le point de Quentin concernant. On vous entend plus? Ah, non, je n'entends plus. Là, vous m'entendez? Ah, c'est bon. Donc, je disais, je rejoins complètement le point de vue par rapport au raccordement intelligent qu'a mentionné Quentin. Donc, nous, à Opal également, on travaille sur ce genre de raccordement où on va chercher, au fait, donc, les raccordements où il y a encore un peu d'espace pour pouvoir nous raccorder et on travaille par exemple sur des nouveaux projets qui s'appellent, enfin, chez nous, ça s'appelle l'hybridation, où on va par exemple euh, euh, raccorder un parc photovoltaïque sur le même raccordement qu'un parc éolien. Et donc, lorsque par exemple l'éolien ne produit pas, on sait très bien que ces deux énergies sont un peu complémentaires. Et donc, lorsque le parc, par exemple éolien, ne va pas produire, et ben, du coup, ça va être le parc photovoltaïque qui va produire à la place et puis qui va injecter à la place. Et bien sûr, on est bien sûr limité à la puissance maximale d'injection. Donc on va au fait jouer avec les onduleurs sur la fermeture de quelques lignes et ainsi de suite pour toujours injecter à ce maximum-là et ne pas le dépasser. Donc nous, c'est un peu la solution qu'on a trouvée pour pallier à ces problèmes de raccordement actuellement, en sachant que oui, la demande d'une création d'un nouveau poste de livraison ou d'un nouveau poste d'injection, d'un côté coûte très cher et puis d'un autre côté prend énormément de temps par rapport à Enedis, hein, quelle que soit de la demande jusqu'à vraiment l'installation. Donc voilà, donc nous, pour nous raccorder, on a trouvé ce genre de solution pour nos nouveaux projets. Et sinon, sur quel axe actuellement on continue de travailler, on continue de pousser pour avoir plus d'avantages sur le TURP d'autoconsommation, parce qu'actuellement, même avec les avancées qu'il y a eu et puis la nouvelle publication de l'ACRE sur le TURP de l'autoconsommation, euh, pas tous les consommateurs sont éligibles à ce TURP, malheureusement. On prétend qu'il est avantageux, mais au final, il n'est pas si avantageux que ça. Il est très difficile également à le calculer car on n'arrive pas à l'avoir à l'avance. Et puis, on a également des problématiques. Par exemple, le fournisseur principal, il va pas actuellement on rencontre des problématiques où le fournisseur principal ne va pas appliquer ne va pas appliquer les règles du jeu de l'autoconsommation collective. Donc, il va finalement facturer sur la totalité de la consommation du consommateur. Ça, d'une part, c'est une problématique. Et la deuxième problématique est le fait que le fournisseur principal ne propose pas aux consommateurs ce TURP avantageux que eux ils peuvent en bénéficier. Donc, je ne sais pas si j'ai bien clarifié le point. Mais c'est ces deux problématiques sur lesquelles on travaille, c'est comment on peut pousser au fait les fournisseurs à jouer les règles du jeu dans les opérations d'autoconsommation collective et à facturer que la partie qui est à l'eau consommée et donc qui provient d'eux, en gros, et non pas sur la totalité de la consommation. Ça, c'est un point qu'on essaie de pousser. Et puis, le deuxième point sur lequel également on travaille, c'est comment on peut pousser le fournisseur à mentionner à ces consommateurs qui font de l'autoconsommation collective qu'ils peuvent avoir un TURP spécifique
et qui peuvent souscrire à ce TURPE-là. Voilà. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il y a une part aussi qui vient du consommateur, finalement, parce que si le fournisseur voilà, ne fait pas le pont entre les deux, malgré tout, c'est aussi à lui de se renseigner et de pouvoir communiquer au mieux pour que ça se passe le mieux possible. Bien sûr. Alors, là-dessus, il y a quand même bon, des pratiques, c'est parce que c'était pire au début, hein, où il y avait plus de double facturation, mais c'est vrai qu'on est dans un système un peu particulier. Le TURP, ça rémunère non pas le fournisseur, mais le gestionnaire de réseau. Mais comme on est dans le cas d'un contrat unique, hein, c'est pour ça que le fournisseur, lui, collecte le TURP et le reverse ensuite. Et il y a ce qu'on appelle un contrat GRD fournisseur, donc pour essayer de régler cette relation tripartite. Et ça, c'est un point qu'on avait à la fédération évoqué avec Enedis. Nous, il nous semble que ce contrat devrait évoluer parce que justement pour pouvoir fluidifier les relations entre le gestionnaire de réseau, le consommateur et le fournisseur, dans des opérations un peu spécifiques qui est l'autoconsommation, où il y a des électrons qui viennent de l'installation d'à côté et puis des électrons qui viennent du marché en fait, hein. Et bien, il faudrait peut-être obliger le fournisseur, voilà, à être, peut-être à faire plus, enfin, à prendre plus ça en compte. Je me ferai aussi pourtant le porte-parole des fournisseurs, certainement pas, mais j'entends aussi la critique que font les fournisseurs là-dessus, c'est qu'eux considèrent enfin, nous disent souvent: «On a un point de livraison à un site, qui est en autoconsommation et on le sait même pas». Donc il y a peut-être aussi un travail, du côté des participants à l'opération d'autoconsommation. Nous, on est tout à fait prêts à évidemment, à informer systématiquement notre fournisseur pour le complément que, bah, ce point de livraison, il est aussi en autoconsommation pour éviter qu'il y ait des cafouillages, de ce type-là. Et le turp autoconsommation, il fait l'objet de la consultation, hein, là, pour la prochaine période. Donc, oui, il y a sans doute des améliorations, mais c'est vrai que sa complexité fait qu'il n'est pas souvent demandé, qu'en plus ça pourrait, donner lieu du coup à un tarif différent entre les différents membres de l'opération d'autoconsommation puisque, le périmètre s'est étendu, hein, de plus en plus. Donc, nous, on est évidemment pour qu'il y ait un turp autoconso, intéressant, mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui on partage, hein, le constat de Marois, c'est que ça fonctionne pas beaucoup, peut-être que dans la nouvelle période tarifaire, voilà. Après, on reste, en tant que FNCCR, très attaché à la péréquation nationale parce qu'il ne faudrait pas non plus, enfin, je grossis un peu le trait, mais que demain, tout le monde soit en autoconsommation, puis ceux qui ne le sont pas, et notamment, je pense aux pauvres petits Parisiens comme moi qui ne peuvent pas avoir de centrales photovoltaïques ou d'éoliennes à côté de chez lui, payent au prix fort l'électricité parce que les autres sont tous en autoconsommation collectivement. Je caricature évidemment, hein, volontairement, mais voilà, c'est important qu'on tienne compte de l'autoconsommation, mais il faut aussi, préserver quand même la péréquation tarifaire, c'est très important. C'est une question d'équilibre, finalement. C'est ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres points, par exemple, Quentin, que vous voudriez aborder, à la suite de ce qu'on vient, de dire? Dans la foulée, on voit que la CRE là, lance plusieurs turps adaptés à de nouveaux usages, qui est quand même assez nouveau. C'était vraiment pas le cas jusque-là. On parle d'autoconsommation. Il y a aussi un turp optionnel pour le stockage qui est en réflexion. L'idée de la CRE derrière ça, c'est de refléter les coûts qui sont engendrés par chacune des opérations. Donc, il y a un côté qui est très positif, c'est qu'on va réussir en fait à inciter des bons comportements. Typiquement, si une installation de stockage soutire ou injecte au bon moment sur le réseau, ça peut effectivement soulager le réseau et après limiter des investissements sur le réseau. De la même manière, pour l'autoconsommation collective, on se dit que si on arrive à peu près à faire coïncider production et consommation, on va avoir un effet bénéfique sur le réseau. Déjà moins de pertes électriques, tout bêtement, et éventuellement aussi moins d'investissements à terme. Donc ça, c'est une chose pour laquelle je suis assez en soutien, c'est une bonne chose. Après, il y a deux écueils qui sont à éviter. Le premier, c'est d'avoir un peu de lisibilité. Ces tarifs sont souvent très compliqués à lire et analyser. Ce qui fait que pour des investissements qu'on va décider sur plusieurs années, les investissements sont vraiment très capitalistiques en énergie. On parle de plusieurs millions d'euros à chaque fois sur les investissements de production ou de stockage. Il faut qu'on arrive à modéliser en fait les coûts qu'on va avoir sur les années d'amortissement de l'ouvrage. Et donc avoir ces turps qui sont compliqués à modéliser et qui changent en plus tous les 4 ans, c'est quand même assez complexe à prendre en compte pour les porteurs de projets. Et ça, c'est un point où il faut être vigilant parce qu'on ne peut pas lancer de projet en fait si on n'a pas de visibilité sur le tarif derrière. Et l'autre écueil dont a parlé Cécile avant, c'est effectivement, il ne faut pas que ce soit non plus un système à plusieurs vitesses entre les gens qui peuvent bénéficier de ces tarifs plus avantageux et les autres.
parce qu'il n'y a pas d'argent magique si quelqu'un paye moins à un moment et qu'il n'y a pas vraiment d'investissements qui sont évités derrière. Ça va faire plus à payer pour les autres gens qui ne sont pas dans cette opération. Donc, c'est une question aussi d'équité nationale sur le territoire, d'être sûr que voilà, il n'y a pas de déformation un peu artificielle de ce que les gens payent dans leur facture. Est-ce que Vincent, il y a des questions à ce stade de la table ronde? Ah, Alors, on a 2 questions. Donc, une première question. Bonjour, du coup, c'est Marie Bedels qui parle. Je suis intervenue en début de matinée. Je voulais revenir sur la question des raccordements. J'ai tenté d'expliquer dans mon intervention que les raccordements donnaient lieu à des tarifs qui sont tout autant régulés que les TURP. Et donc, j'entends ce que vous dites par rapport aux problèmes qui existent maintenant, et je voulais voir ce que vous pensez d'éventuelles solutions au niveau de la structure tarifaire des raccordements. Par exemple, avoir des raccordements, des tarifs qui vont envoyer des signaux de localisation pour les nouvelles installations de production, pour les installer à des endroits où ça va venir soulager le réseau en termes de congestion, ou d'avoir des raccordements qui sont dits flexibles. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez et sur lequel vous avez, avec vos expertises personnelles, une opinion? Vous avez Éventuellement, je veux entendu? bien. Ta question, c'est bien savoir si la structure des coûts de raccordement doit envoyer des signaux, c'est ça? Des signaux de localisation, si j'entends bien, et après des signaux aussi sur l'usage qu'on en ferait. C'est ça la question? C'est ça, dans le Je suis pas cadre de la sûr que... transition énergétique. Donc ne pas utiliser que les TURP pour favoriser la transition énergétique, mais aussi utiliser les autres tarifs qui existent. Oui. Je veux bien répondre éventuellement. Pour le contexte, je travaillais auparavant à la Creuse sur le sujet du raccordement, donc j'ai pas mal bossé sur le sujet. Et je faisais des raccordements chez un producteur aussi, donc j'ai un peu, un peu réfléchi au sujet. Pour l'instant, les raccordements, ils sont gérés dans le barème de raccordement d'Enedis, qui est approuvé par la Creux derrière. Cette question de l'incitation à la localisation, elle se fait déjà en partie au niveau régional pour les producteurs d'énergie renouvelable. On a ce qui s'appelle les S3R ENR. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas avant ce matin, du coup. Autrement, je peux refaire rapidement. C'est en gros le schéma de déploiement du réseau pour s'adapter aux ENR qui sont planifiés sur un territoire. Donc, on va décider les nouvelles lignes du réseau de transport qu'on va créer, les nouveaux postes électriques qu'on va créer aussi sur le territoire. Et ces nouveaux investissements ont un coût qui va être mutualisé entre tous les producteurs qui vont payer ce qu'on appelle une quote-part, en disant, par exemple, je sais pas, il y a 200 millions d'euros d'investissement à faire sur une région donnée, il y a 4000 mégawatts à raccorder, enfin, on pense qu'il y aura 4000 mégawatts, on va faire un ratio un peu bête et méchant, euros par mégawatt, et chacun des nouveaux producteurs va payer cette contribution qui s'appelle la quote-part. Donc c'est la première incitation en fait un peu locale qui existe pour les raccordements. Mais le local, il est très diffus parce qu'en fait, c'est régional. Donc typiquement, là, moi, je suis en Alsace, en Alsace, feu Alsace. Du coup, on est en région Grand Est désormais, et en fait, on a un signal tarifaire qui est dilué à la maille Grand Est. Autant dire que le signal à localisation, il est assez faible. On a vraiment peu de signal en fait pour se dire est-ce qu'il y a une région qui est plus attractive qu'une autre. Actuellement, toutes les quotes-parts en France sont quasiment au même niveau, à quasiment 80 000 euros du mégawatt, sauf quelques régions, notamment l'Île-de-France. Donc, si vous voulez mettre des éoliennes en Île-de-France, c'est avantageux au moins pour ça. Mais donc, c'est en réflexion, mais pour l'instant, il n'y a pas d'incitation plus fine. Notamment, on pourrait réfléchir à des incitations au poste source. C'est ce que fait, c'est une réflexion un peu long terme de la Creuse, ça, de faire une incitation non plus sur le barème de raccordement, donc vraiment sur le raccordement, mais sur le tarif, en mettant ce qu'on appelle un TURP injection. Donc, c'est-à-dire que les producteurs paieraient un tarif, donc vraiment un TURP, ce qu'ils ne payent pas pour l'instant, au moment où ils injectent, si jamais ils injectent à une période qui est défavorable pour le réseau. Donc il y a vraiment, il y a cet aspect qui est en réflexion côté Creux. Je suppose que c'est toujours en réflexion. Et après, c'est le gros biais de ça, c'est que mettre un TURP à l'injection,
c'est censé envoyer un signal sur quand est-ce qu'on doit produire ou pas, mais quand on est un parc éolien ou un parc photovoltaïque, on ne décide pas vraiment quand est-ce qu'il y a du soleil ou quand est-ce qu'il y a du vent. Il y a d'autres signaux tarifaires qui existent pour nous dire de se couper, et le TURP n'est pas forcément le meilleur cheval en fait pour envoyer ce signal tarifaire. Voilà, j'ai essayé d'être à peu près concis sur le sujet. Après, je laisse Cécile et Marois compléter, bien sûr. Peut-être juste rappeler plus d'un point de vue plus juridique et théorique que c'est toute la nuance avec la régulation incitative, parce que là, ce que vient d'expliquer Quentin, c'est d'inciter finalement la localisation via le tarif. Mais il faut aussi voir que la question de la planification et du coup de là où on va raccorder et comment on va déployer les ENR sur un territoire, ça relève aussi de la planification, de la programmation des investissements et donc des acteurs publics locaux. Voilà, c'est tout le... Je ne suis pas du tout en train de remettre en cause le fait qu'il puisse y avoir de la régulation incitative là-dessus, mais il ne faut pas que ça vienne se substituer à la planification aussi des territoires qui relèvent de politiques publiques locales. Et il me semblait que j'avais un autre point, mais qui ne me revient plus sur cette question-là. Mais enfin, Quentin a effectivement bien rappelé la problématique. Est-ce que ça répond à votre question? On ne vous voit pas, mais on peut vous entendre si jamais. Visiblement très bien. Juste, excusez-moi, avant de passer à l'autre question, moi j'avais peut-être un éclairage complémentaire par rapport à... Alors, c'est plutôt un éclairage qui vient de la théorie économique plutôt que d'expériences réelles. Mais il y a des études économiques, on essaie de capter comment on peut passer par un système de garantie d'origine pour les investissements dans les moyens de production ENR qui mettent des bonus et des malus en fonction de la localisation de l'investissement en tenant compte du rapport entre la ressource ENR et les capacités. Donc, alors, du coup, on pourrait imaginer quelque chose comme ça qui ne soit pas calqué sur le rapport capacité-ressources, mais sur le rapport disponibilité ou pas du réseau. Hein, voilà, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est juste un éclairage complémentaire. Donc, autre question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous m'entendez? Si on regarde concrètement les choses au niveau des abonnés, bon, moi je vois quatre catégories d'abonnés. Il y a l'abonné particulier, et il y a l'abonné industriel, et puis les abonnés, disons, pour des puissances intermédiaires, que ce soit des PME ou des hypermarchés, etc. Bien. Bon, une fois qu'on a tenu compte des suggestions de réseau, hein, de connexion, réseau, entretien, frais, coûts de transport, changement de tension, etc. Pour l'abonné lambda, il paye son kilowattheure à un certain tarif. De l'autre côté du spectre, l'industriel, une fois qu'on a tenu compte des mêmes choses, coûts de transport, perte en ligne, courant réactif, que sais-je, bon, il paye donc son kilowattheure à un certain tarif. Alors, première question, pourquoi il y a des tarifs différenciés entre le tarif kilowatt, enfin le prix de la consommation du particulier et le prix de la consommation en kilowattheure, hein, au prix au kilowattheure pour l'industriel. Bon. Ensuite, il y a deux autres catégories. Il y a la catégorie des consommateurs intermédiaires, donc que ce soit des PME, que ce soit des gros consommateurs, par exemple un hypermarché, qui d'ailleurs dispose d'une certaine surface
qui pourrait être utilisé, c'est l'incitation actuelle d'installer des solaires électriques sur les parkings etc., etc. Pourquoi donc, oui. Donc, et puis, il y a le cas de l'abonné sur disons, qui fait partie d'une organisation locale de consommateurs, hein, avec l'autoconsommation ou voilà. Alors, ma question principale, c'est pourquoi dans tout ça, il y a des tarifs, enfin, il y a des coûts de kilowattheure différenciés selon les catégories. Est-ce qu'il ne serait pas normal qu'il y ait un tarif unique pour ce fameux kilowattheure, compte tenu de toutes les suggestions de raccordement et de transport? J'ai été un peu long dans ma question, mais ça permet peut-être d'éclairer un peu les choses de façon pratique. Si c'est par rapport, si j'ai bien compris, donc pourquoi la question est pourquoi on a un TURP différent entre un particulier et puis un industriel. Au fait, c'est un peu normal parce que déjà, on a un niveau de raccordement au réseau qui n'est pas pareil. Donc, le particulier, il va être raccordé au réseau sur le réseau basse tension, qui est donc le dernier maillon du réseau de distribution. Et puis, l'industriel, il va être déjà raccordé, par exemple, sur le réseau HTA ou HTB, qui est une utilisation plus directe du réseau et qui est moins coûteuse en termes d'infrastructure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport au fait au volume donc d'énergie consommée. Donc un industriel, il ne va pas du tout consommer la même quantité énergétique qu'un particulier. Et puis il ne va pas avoir également le même profiling, enfin le même profilage, le même profil qu'un particulier. Et du coup, et c'est pour ça donc qu'il a peut-être une tarification plus avantageuse. Le quatrième point, c'est un peu peut-être non, le troisième du coup, c'est la contribution peut-être au coût du réseau. Donc, on a les particuliers qui bénéficient donc d'un réseau qui est distribué, qui est sur des longues distances et avec une densité qui est assez élevée. Si on parle par exemple de zones rurales ou de zones urbaines, et donc ce qui engendre des coûts d'installation et d'entretien, j'imagine, plus importants pour Enedis. Et puis les industriels qui sont par exemple raccordés en HTB, ils sont plus proches au fait des lignes de production et des lignes principales, donc ce qui réduit un peu les frais d'acheminement. Il y a également un autre point qui est un peu les services annexes et puis les services annexes, je dirais, par rapport à différentes composantes. Donc, par exemple, pour les particuliers, le réseau, il doit garantir une disponibilité qui est constante, même si on est sur des faibles consommations. Et puis, le réseau doit également garantir des services spécifiques, tels que par exemple des compteurs communicants, la maintenance de proximité, ainsi de suite. Et tout ça, ça augmente un peu les coûts. Alors que pour les industriels, on n'est pas, enfin, on peut avoir une autre disposition. Par exemple, le raccordement, il peut être personnalisé. On voit toujours que, par exemple, ils ont des heures creuses qui peuvent être différentes des heures creuses particuliers, des heures pleines également. Donc, le raccordement est souvent personnalisé et puis avec des solutions un peu sur mesure en fonction du profil de cet industriel-là.
Et puis une gestion, par exemple, des points de consommation différentes des particuliers. Et puis ça contribue, également à la stabilité du réseau, parce que, finalement, à la stabilité du réseau, au fait, face à l'effacement. Donc où on peut leur demander, par exemple, de s'effacer, volontairement ou de réduire leur charge, chose qu'on ne pourrait pas, par exemple, également demander aux particuliers. Ça, c'est les 4 points qui me viennent à la tête qui justifient un peu la différence du TURP. Je laisse, Quentin et puis Cécile peut-être, com compléter ma réponse. Enfin, s'il y a d'autres points qui vous viennent. Non, de mon côté, c'est bon. Oui, juste juridiquement, pour traduire juridiquement tout ce que vient de dire Marois, c'est que on respecte le principe d'égalité dès lors que les différenciations tarifaires sont fondées sur des critères objectifs, comme vient de très, très, très clairement de le rappeler Marois. Donc, c'est normal qu'il y ait on peut, juridiquement en tout cas, prévoir de telles distinctions dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs. Voilà. Je ne sais pas du coup si on a répondu à votre question. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Alors, je pense qu'on arrive quand même proche du temps escompté, hein, donc je pense pas. Enfin, s'il y a une question très courte, donc une dernière question, et puis après, on va arrêter. Oui, j'avais une question sur. Il y a un point, une solution technique qui est peut-être pas, que vous n'avez pas du tout évoqué, qui serait le stockage et qui permettrait d'aller plus loin dans la notion de flexibilité, qui paraît indispensable pour un équilibrage du réseau avec une pénétration très importante des énergies renouvelables. Donc voilà, je veux juste savoir, peut-être évoquer ce point-là ou une ouverture de ce point de vue-là. Je peux en parler si vous voulez. Après, je vous laisserai. Du coup, le stockage, c'est effectivement un levier qui est important. Je veux directement évoquer aussi les flexibilités. Quand on parle de stockage, ça permet donc, il faut toujours que la production soit égale à la demande sur le réseau. Le stockage est un des moyens. Il y a aussi la flexibilité, donc c'est l'adaptation des usages, que ce soit des producteurs ou des consommateurs, à des signaux envoyés par le réseau. Donc, typiquement, le fait de Enfin, ce qu'on fait en fait ça depuis des années, pour le coup, typiquement la barre d'eau chaude qui se déclenche la nuit, là où il y a moins de consommation, c'est déjà une forme de flexibilité qui répond en fait aux mêmes besoins que le stockage depuis déjà 40 ans sur le réseau. Donc ça, c'est pas vraiment nouveau. Par contre, la massification du stockage, ça c'est nouveau, notamment avec la baisse des coûts des batteries qui fait que maintenant, ça peut devenir rentable d'installer des grosses batteries de plusieurs mégawatts sur le réseau, là où ce n'était pas le cas avant. Si on regarde en France pour l'instant, on voit que le stockage se déploie non pas vraiment pour écréter quand il y a trop de production et pour injecter sur le réseau une fois qu'il y a plus beaucoup de production et trop de consommation. C'est pas ça que fait le stockage actuellement. Il fait des services systèmes, on appelle ça. Donc, il aide en gros à régler la fréquence sur le réseau. On peut regarder par contre d'autres territoires qui sont plus avancés. Je pense à l'Australie, la Californie, où il y a déjà beaucoup plus de renouvelables qu'en France. Et ils ont des besoins de stockage, eux, qui sont importants. Et en gros, ils ont une grosse production le midi où il y a peu de consommation et ils ont au contraire plus beaucoup de production le soir alors qu'il y a la consommation qui part. Et on peut voir sur ces territoires qu'il y a déjà des gros moyens de stockage qui sont installés, principalement par batterie pour l'instant, parce que c'est plus simple à déployer et à massifier, même si d'autres technologies existent par ailleurs. Mais en fait, on se voit que c'est possible techniquement. C'est fait sur des territoires et c'est déployable. Ce qui veut dire que c'est aussi un coût à prévoir dans le système à son global. Donc, il y a une analyse coût-bénéfice à faire. C'est réinterrogé assez fréquemment par RTE, qui fait ces scénarios comme ça prospectifs pour voir quel est le système énergétique de demain en France. Et donc, plus ça avance, plus on se rend compte qu'il faut effectivement du stockage en France si on veut avoir une grande intégration des renouvelables. Après, à quel niveau ça va finir, ça je ne saurais pas vous dire et je pense que personne ne sait trop le dire pour l'instant. Mais c'est effectivement un levier
qui est désormais crédible. Là où pendant longtemps, c'était un peu une baguette magique de dire on va mettre du stockage, maintenant on se rend compte qu'on peut le faire et que ça fonctionne. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci beaucoup Quentin Bourri, Cécile Fontaine et Maroua Haddad pour cette table ronde. Puis merci au public. On ne vous voyait pas, mais on sait que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis merci à Vincent et puis au réseau et Denis. Merci beaucoup. Merci. Alors on va faire très vite parce qu'on a des intervenants qui ont des trains et puis vu les conditions de circulation, il s'agit de ne pas tarder. Alors simplement, très rapidement, annoncer que une prochaine matinée sera organisée dans le courant du printemps. L'idée, c'est de mettre en lumière des nouveaux partenaires qu'on va avoir. J'ai dit rapidement dans l'introduction qu'on allait avoir un certain nombre d'annonces, d'évolutions par rapport au réseau EDENI, donc à la fois des nouveaux partenaires locaux et internationaux, une nouvelle structure, des nouveaux axes, enfin en tout cas une refonte des axes, des nouveaux responsables d'axes venus d'autres universités. Et puis, on aura l'occasion de recommuniquer là-dessus, mais ce qui nous intéresserait, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler une matinée inversée, avec l'idée de dire que les industriels viennent nous présenter quels sont leurs sujets importants, et puis on pourrait avoir une table ronde qui à ce moment-là serait peut-être plus académique. Donc voilà, je pense que c'est une idée assez intéressante, et donc ce sera dans le courant du printemps. Voilà, merci à tous. Voilà.